Salut les crinqués et bienvenue à l'épisode 198. Nos 7 derniers épisodes ont été consacrés aux 7 péchés capitaux. La colère, la luxure, la paresse, l'envie, l'avarice, l'orgueil et la gourmandise. Nous avons exploré les vices, les démons intérieurs de nos personnages préférés de la culture pop. Mais qu'est-ce qui les pousse à continuer, à rêver, à résister? Aujourd'hui, l'espoir. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. C'est l'épisode 198. 198. Ça avance. Il y en reste un qui va être le 199e. Et si on compte rapidement, l'autre d'après, c'est l'épisode 200. Oui. Déjà. Et je pense, j'ai pas vérifié le calendrier, là, mais au moment où nous enregistrons cet épisode, je pense qu'on débute notre 10e année. Oh! Pour vrai? Parce qu'on va être rendu en juillet, ça c'est certain. Pour le 200, là. Pour le 200, oui. Mais il me semble qu'on a commencé début juin 2016. Ah, OK. Donc, on est en train de commencer notre 10e année. Tout est dans le Félicitations. Pour vrai. Mhm. Pour vrai, j'ai jamais vu ça passer. Mais remarque que je vois pas mes filles grandir non plus. C'est ça. C'est ça. Mais ça fait 10 ans que je connais Marc et Red. Oui. Ça fait plus longtemps que je connais Joël. On mais le dira pas. mais pas dans le podcast. Ouais. Non, ça passe très, très rapidement. Ouais, pour Et vrai. j'ai espoir que ça dure encore longtemps. Ah. Ah, t'es fin. Ah, je suis c'est très songé. Donc, Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut! Salut Imaginatrix. Salut. Et salut Red the Gamer. Hey, salut les crinqués, salut The Mentor. On va parler aujourd'hui d'espoir. Mhm. C'est à cause de Marc. Oui. C'est à cause de... Ça commence bien. Ben, c'est parce que moi, dans ma tête, tout allait bien pour les 7 péchés capitaux. C'était clair. Jusqu'à temps qu'on dise, ah ben là, il y a l'anti-7 péchés capitaux. Veux-tu que je t'explique pourquoi qu'on a fait ça? Là? Vas-y. Ces 8 épisodes-là là, que je vous ai imposés Oui. Ça ressemble à un tième à subtilement. Mais ça a été bien le fun de faire les 7 péchés Oui. capitaux. Ah oui. Plus qu'on pensait. Oui. En 2005, il y a une série BD qui est sortie chez Dupuis, Repérage Dupuis, qui est une collection un peu plus adulte, qui s'appelait Pandora Box. Pandora Box avait, à l'époque, une caractéristique, c'est que c'était 8 albums, tout écrits par le même auteur, le même scénariste qui était Al Kant, et c'était dessiné par 8 personnes différentes. Il y avait déjà eu des expériences comme ça, mais c'était quand même une belle idée. Puis, à la base, l'auteur Al Kant, qui travaille beaucoup sur les mythes et légendes dans ses BD, était parti du mythe fondateur qui était la boîte de Pandore. Quand on se rappelle tout, qu'est-ce que la boîte de Pandore au niveau de la mythologie grecque? Mais honnête... Explique-moi un peu. Oui, Ouais. parce qu'honnête, Marc, là, c'est tellement dépeint d'un bord puis Ouais. de l'autre, d'une culture à l'autre, là, qu'on se retrouve plus, là. Pandore, selon la mythologie grecque, c'était la première des femmes. Et elle avait reçu en dot une boîte. Une boîte qui n'était pas censée ouvrir parce que c'était une boîte qui était magique et qui refermait tous les maux de l'humanité. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la vice, la tromperie, la passion. Et une fois qu'elle a été mariée, Pandore, elle a été attirée par cette boîte, puis elle a ouvert la boîte. OK. C'est la mythologie. Et bien entendu, tous les malheurs se sont déversés sur la planète. Mais tout ça n'est que mensonge parce qu'on sait qu'il n'y a pas de malheur sur la planète. Ah, ouais. Et malheureusement, elle a essayé de refermer la boîte, mais tous les malheurs étaient partis, ce qui fait en sorte que on connaît ce monde C'est comme un épouvantable. tube de pâte à dents. Tu peux pas le remettre Exactement. dedans. C'est ça. Mais J'avais jamais vu ça. en refermant la boîte, il y avait quelque chose juste dans le fond de la boîte qui est resté. Puis c'était l'espérance ou l'espoir.
OK. Et c'est cette partie-là que les dieux avaient laissée à Pandore, dans cette boîte-là, pour réussir à combler ou à combattre tous ces maux-là, qui étaient l'espoir. Alors, l'espoir, à partir de là, dans la mythologie grecque, c'était le moteur. C'était le moteur de la plupart des héros grecs pour réussir leur quête. Parce que si on regarde tous les héros grecs ou tous les héros romains ou dans tous les héros de n'importe quoi, la principale moteur, c'est l'espoir. L'espoir de pouvoir changer le monde, l'espoir de pouvoir réussir une quête, l'espoir de pouvoir retrouver son amour perdu, et ainsi de suite. Et Alcante était parti là-dessus, mais il l'a pris puis il l'a transféré par rapport aux péchés capitaux. Parce que ça a beaucoup de liens entre les deux. Oui. Je veux dire, la mythologie grecque, la mythologie catholique, religion, tout ça, ça part de la même base. Là. On va s'entendre que c'est toutes des belles histoires racontées aux enfants. Puis ils ont inventé plein d'affaires dessus. Alors, les 7 premiers volumes, c'était les péchés capitaux, et on l'a, à cette année-là, en 2005, on l'a mis avec la technologie. Alors, Alcante, lui, il a dit, je vais prendre un péché capitaux, je vais le relier avec une technologie et avec une légende grecque, et je vais écrire une histoire, et les 7 tomes vont se réunir, et il va y avoir des liens entre les deux, à vous, les lecteurs et lectrices, des trouver. Alors, le premier, qui était l'orgueil, qui était le clonage humain, qui était la légende grecque, c'était Narcisse. La paresse, qui était le dopage, et la légende grecque, c'était la guerre de Troie. Le troisième, qui était la gourmandise, la technologie humaine, c'était l'élevage intensif. Et c'était Thésée le Minotaure au niveau de la légende grecque. La quatrième, c'était la luxure, qui est reliée avec la réalité virtuelle. Et la légende grecque, c'était Orphée et Eurydice. On avait l'avarice, qui était la spéculation boursière au niveau de la technologie. Et bien entendu, la légende grecque, c'était Midas. On avait l'envie, qui était relié avec l'intelligence artificielle et qui était relié avec la légende grecque de Prométhée, la grolaire, qui était reliée avec les armes bactériologiques et qui était reliée avec Pandore, et à la fin, on avait le 8e tome qui faisait un tampon à tout ça, qui venait amalgamer toute cette histoire-là, qui était l'espérance, qui, lui, n'était pas relié à aucune technologie, parce que c'était comme on ramassait tout ça, puis on essayait de voir comment l'homme ou l'humanité pouvait s'en sortir de tous ces maux-là, de tous ces péchés-là, et de toute cette technologie humaine-là, dans le fond, qui était reliée à ces péchés-là, comment on pouvait s'en sortir. C'était magnifique. Honnêtement, c'était une grande série, puis moi, j'avais eu la chance de l'avoir en intégrale de poche. Il avait sorti une intégrale de poche de Pandora Books. C'était gros, à peu près comme... c'est ça. Il y a 15 cm. C'est comme le format poche de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Moi, c'est comme quand ils me disent c'est un format poche. OK, tu mets ça dans les poches à qui? C'est ça, exactement. La poche du Père Noël. Ouais, c'est ça. C'était écrit très, très petit. Et c'était très actuel parce que la série nous parle vraiment c'est une critique sévère de tout de toutes les dérives de notre société. Avec tous ces thèmes majeurs-là qui, à l'époque, étaient déjà actuels, mais là encore plus aujourd'hui. Je veux dire, si on voit l'élevage intensif ou si on voit le clonage, tout ça, je veux dire, c'est toutes des questions qui sont encore très, très actuelles. Et ça m'a donné cette idée-là de dire, pourquoi qu'on pourrait pas y aller avec ça, de prendre ça, puis de partir sur chacun thème, puis de le relier avec la culture pop, parce que ça dépasse seulement cette BD-là. Il y en a partout. C'était une pas pire idée. Puis à la fin, on s'en est pas pire tiré. Puis on finit avec ce qui est le plus important. Parce que si on n'avait pas l'espoir, comment on pourrait vivre dans ce monde-là? Honnêtement, je veux dire, tu te lèves le matin et tu regardes les nouvelles, là, tu as envie de te lancer en bas d'un pont. Là. Je veux dire, c'est l'enfer. Il n'y a rien qui va bien. Mais il y a cette partie-là, espoir, qui est toujours là. De se dire, Colin, tu regardes tes enfants. Il n'y a rien qui va bien dans les nouvelles. Dans les nouvelles. Mais tu sais, tu te tournes d'un côté, tu vois tes enfants, tu vois les enfants de tes voisins, tu vois tes amis qui, eux, vont bien, eux, qui réussissent malgré tout à avoir des belles vies, à s'en sortir, à avoir des problèmes. Mais cet espoir-là nous fait vivre. Puis c'est très important. Puis dans le mythe grec, c'est le moteur. Puis dans la religion catholique aussi, c'est le moteur. Hein? Je veux dire, Jésus, crucifié sur la croix, disait... Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y avait espoir que l'humanité allait se rendre compte de ça. Je veux dire, tout est basé là-dessus. Oui. Puis, c'était mon idée, puis c'est pour ça que je vous ai envoyé là-dedans. C'est une très bonne idée. Ouais, mais en même temps, selon The Eyeside, groupe métal, les paroles qu'il a dit sur la croix avant de mourir, c'est Father, why have you done this to me?
Mais écoute, peut-être. on parle d'espoir, mais dans son cas, ça ne doit pas être ça. Et une des BD qui m'avait le plus marqué, c'était la Paris, parce que ça suivait le parcours d'un coureur de 100 mètres, qui était vraiment dans les meilleurs coureurs de sa génération. Il était sur le point là, de pouvoir vraiment remporter la médaille olympique, et il se blesse. Il va se réhabiliter. Les médecins vont lui dire t'as plus de problème. Physiquement, ta jambe est complètement guérie, mais il n'est pas capable de retrouver son niveau d'avant la blessure. Mais c'est pas physique, c'est psychologique. Mm-hmm. Et là, on voit toute la pression des commanditaires en arrière de ça qui se dit écoute, là, si tu gagnes pas, là, y en a un autre en arrière de toi qui est rendu plus vite que toi, mais nous, on va aller là-bas. Et il va aller dans la partie. Pression de fou, ça. Il va aller dans la partie de la paresse, le dopage. Alors, il va se doper aux stéroïdes, ce qui va faire en sorte que oui, il va retrouver une partie de sa rapidité, mais il va finir par perdre une jambe. Parce qu'il va avoir un problème au niveau de la circulation. Il va faire un caillot, il va être obligé de l'amputer. Alors, il a tout perdu par rapport à ça parce qu'il a été paresseux, mais aussi parce que tout son environnement autour de lui l'a forcé. C'était vraiment de la paresse. Non, c'était relié avec « je veux m'en sortir ». C'est-tu de l'orgueil? Oui, le dopage, c'est vrai qu'il peut être lié à la paresse, mais dans ce cas-là... Dans ce cas-là, il était au bout du rouleau. Là. Ce que Alcan veut nous montrer, c'est que cette paresse-là, entre guillemets, ça vient de la pression sociale de son entourage. Ah oui, je comprends. Son coach qui lui dit... C'est de la paresse dans le sens de tourner les coins ronds. Exactement. Son coach qui lui dit, faut que tu gagnes, parce que si tu gagnes pas, tu vas perdre tes commanditaires. C'est le commanditaire qui dit, regarde, on te paye 1 million par année, mais si tu gagnes pas, tu n'auras plus une scène. Puis lui, il n'y a rien. Là, je veux dire, s'il ne compte pas, il n'y a rien. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a zéro. Là. Il n'y a pas de plan B. Fait qu'il faut qu'il gagne. Tu comprends-tu? Il n'y a pas le choix de gagner. Fait qu'il va vers la partie la plus facile, qui est le dopage. Et malheureusement, c'est tellement réel. Malheureusement, c'est une partie qui se trouvait très actuelle et qui se trouvait très accessible surtout. Et voilà. Ça, c'est malheureux. Fait que tout ça, c'est vraiment très, très... c'était une belle série, puis ça m'a donné le goût de jaser de ça avec vous autres. Puis de parler de ces péchés capitaux-là. Puis en plus, ça se relie avec la religion. J'aime tout le temps parler de ça, de la religion. Parce que je l'ai toujours dit, moi, le plus beau livre qui a jamais été écrit, c'est la Bible. Oui. C'est une œuvre de fiction extraordinaire. Le plus beau livre de fantasy. Ah oui, c'est de la fiction, mais ça va bien dans la Bible. Tout le monde se tue, tout le monde s'arrache. Ah oui. On demande à un père de tuer ses enfants, puis il le fait, man, il le fait. T'imagines-tu l'espoir que t'as envers ton Dieu pour dire, m'a égorgé mon fils pour toi, man. Hey, ça en prend de l'espoir, là. Ou de la folie, un des deux. De la confiance aveugle. Il y en a un qui a fait 140 000, puis ça a viré à un paquet de romans, 60 quelques romans. Exactement, mais encore là, c'est de l'espoir. Tout est basé là. Quand tu prends ça comme ça, tout est basé sur l'espoir. Oui. Tout est relié avec ça. C'est le moteur parfait pour toutes les grandes histoires. Je veux dire, c'est la résilience. Hein, on part quelque part dans une quête infaisable, genre, faut que j'aille porter un anneau dans le fin fond d'une place où ce que Boromir dit avec une certaine certitude et sérieux, on rentre pas au Mordor comme on veut. Les terres sont empoisonnées, les roches sont coupantes comme des rasoirs, il y a des Nazgûl, il y a des orques. Fait que, bref, si tu vas là, tu vas crever la gueule ouverte. Mais ils sont allés pas long. parce qu'il y avait tout le temps ce côté espoir-là. Et Gandalf, dans toute cette histoire-là, lui aussi, il a dit, moi, j'ai espérance, j'ai espoir que Frodon réussisse. Ouais. Puis il avait raison. Il était pas plus avantageux. C'est ça, c'était pas un pour sauver l'autre, là. Non, il avait raison. Il était aussi fou que l'autre. Tu sais, là, habituellement, on commence par jouer. Oui. Mais je vais m'en avoir... Mais t'es parti, là, vas-y. Puis, le plus grand super-héros de tous les temps, qui a un S sur le corps. Oui, qui veut dire espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire espoir. Superman, qu'est-ce qu'il représente pour l'espèce humaine? Il représente l'espoir d'un monde meilleur. Il représente l'espoir de réussir à s'en sortir. Il représente tout ça. Oui. Puis, un peu comme Captain America dans Marvel. C'était mon deuxième exemple. Captain America, c'est la même chose. Je dis, c'est l'espoir de réussir. Captain America, je trouve qu'il y a encore plus de valeur parce qu'il n'y a pas cette capacité physique-là
que Superman. Oh, on va s'entendre que Superman, il peut quand même se rouler un peu comment tu dis ça, là? Il peut rouler des mécaniques. Il peut rouler des mécaniques un peu, là. Parce que tu sais, il est quand même un brin fort, là. Oui. Tu sais, je veux dire, tandis que Captain America, oui, il y a des pouvoirs. Il y a une limite. Il y a une limite, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un dieu, là. On s'entend. Mais il est droit. Capitaine America, ils l'ont pas envoyé au champ de bataille. Parce que justement, son rôle, c'était d'amener l'espoir à l'Amérique. C'était vraiment un rôle symbolique. À la base, c'était ça. C'était pour donner. À mon avis, à moi, en tout cas, ça n'importe que moi, là, mais je suis plus du côté à Joël avec Captain America, qui est beaucoup plus un symbole d'espoir dans ce cas-là que Superman. Parce que, je veux dire, Superman, à mon avis, à moi, ça reste... J'ai tout le temps vu Superman pour Superman, un super-héros, that's all. Le bout de espoir, tous les super-héros, tant qu'à ça, si Superman donne de l'espoir au monde, tous les autres super-héros le font, puis ils n'arrachent juste plus. Fait que je pense qu'on voit encore plus la valeur de l'espoir avec les autres super-héros qui n'arrachent pour arriver là-bas. Ça veut dire, ça donne le message que, Tipit, t'as bien beau faire ce que tu voudras, attends-toi pas que ça va être facile. Tu pourras pas voler dans les airs puis envoyer des lasers par tes yeux puis faire virer la terre de l'autre côté puis ainsi de suite. Là. Tu pourras pas tout faire ça. Parce que je le sais, je suis Batman puis je suis pas capable de le faire. Mais sauf que aussi, c'est beaucoup dans l'espoir. Oui, mais c'est ça. Sombre. Oui, c'est quoi l'espoir? L'espoir de rendre Gotham un lieu sûr. Oui. Tu sais, je veux dire, à la base, tout est basé là-dessus. Mais sauf il en arrache à ton goût. C'est plus sombre un peu. C'est ça. Mais Superman puis Captain America, ça démontre aussi que l'espoir, c'est pas passif. Non. C'est pas un pouvoir, parce que pour moi, c'est un pouvoir, l'espoir, quasiment. Là. Tu sais, je veux dire, c'est inspirant, c'est motivant, l'espoir. C'est quelque chose qui est contagieux aussi. Tu sais, quand tu vois Captain America se démener, puis tu te dis, Colin, je vais y aller, moi aussi, je vais me battre avec eux autres. Quand tu vois Superman faire ça, tu te dis, tabarouette, si lui le fait, pourquoi moi je peux pas le faire? Puis je pense que récemment, dans une des BD qui est sortie chez Marvel, qui est quand même assez récent, Miss Marvel, Kamala Khan. Écoute, bon, la série, on l'a vu. Dans la BD, c'est encore plus frappant. C'est une nouvelle génération de héros. Écoute, c'est l'espoir que n'importe qui peut faire la différence. Oui. Tu sais, je veux dire, elle est pétillante d'espoir. Elle est toujours enthousiaste. Elle veut faire la différence tout le temps. Puis elle est contagieuse. Parce que tu te dis, Colin, elle est jeune. Elle n'est pas bourrée de pouvoir non plus, mais avec ce qu'elle a, elle veut faire la différence. Et ça, c'est immensément contagieux. Et ça, dans le Marvel, dans les nouvelles séries, ça en prend des personnages comme ça. Ben, je trouve des gens qui viennent un peu comme dépoussiérer Captain America un peu, puis leur remettre ce pouvoir-là au goût du jour un peu. Là. Mais je te dirais que tant qu'à ça, Spider-Man, mais le nouveau Spider-Man, le nouveau avec Tom Holland, oui. Ce Spider-Man-là, je trouve tellement que c'est un Spider-Man qui justement, qui vit d'espoir, là. Tu sais, puis lui, il est émerveillé à tout ce qu'il voit. Oui. Tu sais, parce qu'en plus, il se bat à côté de ses héros. Tu sais, fait que tu fais comme, attends un peu, là, on dirait que lui, il vit l'espoir. Oui. Tant qu'à être dans ce genre de personnage-là, Luffy dans One Piece. Hey, je l'ai là, j'en parlais. Là. T'étais pour en parler aussi. Il était dans mes fiches, oui. Mais c'est ça. Il n'y a jamais de problème. Jamais de problème. C'est toujours ça. Puis chaque membre d'équipage possède un rêve. Hein? Ils ont tout un but à atteindre. Puis c'est tout cet espoir-là qui va les pousser à réaliser ça. Ouais. Mais Luffy, écoute, c'est un optimiste. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Là. D'ailleurs, c'était un des mots que je m'étais sorti. L'optimiste. C'est ça. L'espoir, l'optimisme. La résilience aussi, parce qu'il abandonne jamais. Tu sais, je dis, c'est toujours ça. Il y a une foi incroyable dans la liberté, dans l'aventure. Est-ce que c'est de la naïveté? Sûrement un peu. Peut-être. Sûrement un peu, mais la naïveté, elle arrête où? Je veux dire, c'est encore un concept qui est relatif, la naïveté. On peut percevoir quelqu'un comme étant naïf, mais des fois, ils peuvent être plus intelligents que bien du monde. D'y avoir choisi c'est une question de perspective. Si vous voulez avoir un exemple en littérature récemment, qui a été adapté en film, mais que vous pouvez lire le roman d'Andy Weir, Le Martien. OK. Écoute, qui a été adapté en film avec Matt Damon. Ouais. Le gars, il est tout seul sur Mars. Son équipe part.
là, il est pas dans le cabanon, là, la porte barrée, ou dans un ascenseur qui marche pas, là, puis que le bouton fonctionne pas. Là. Il est sur Mars. Ils sont repartis. Il n'y a pas de moyen de communiquer. Il n'y a rien à bouffer. Il est tout seul. Il n'a jamais perdu espoir. C'est système D. Il faut que je trouve quelque chose. C'est une résilience extraordinaire de dire je vais utiliser mes selles pour faire des patates. Je vais utiliser tout ce que je peux pour survivre. Je vais bigouiner un robot qui date des années 90 pour pouvoir communiquer avec... Mais c'est de savoir comment est-ce qu'il fait pour foutre le camp de là avec... Avec rien! Ben avec rien. Puis tu sais, t'as envie de dire, OK, c'est assis sur une bombe puis c'est garoché dans les airs. Là. Ouais. C'est carrément ça, là. Le roman est excellent, mais c'est une très bonne adaptation aussi. Là. Le film là, avec Matt Damon, là, à un moment donné, là, t'as envie de dire, là, mais sortez-les là, de là, pauvre garçon, là, allez le chercher. Là. Mais malheureusement, ça se fait pas en criant ciseaux. Là. Je veux dire, on est dans l'espace. L'espace, c'est un environnement qui est hostile. Je veux dire, c'est le pire environnement qu'il n'y a pas avec probablement le fin fond de l'océan. Là. Ouais. Je veux dire... Faut jamais perdre espoir. Je veux dire, même Ripley, dans ses pires moments, quand Newt se fait capturer, elle ne perd pas espoir. Et c'est cet espoir-là de la retrouver qui va la pousser à aller combattre la reine. Je pensais que tu allais dire la folie qui a poussé à aller combattre. Moi, j'ai toujours dit qu'elle était complètement barjot. Ouais. Mais clairement. Je veux dire, parce que j'ai lu un livre sur la conception de tout ça, d'Alien. Et oui, il y avait ce petit côté d'évolution du personnage. Parce que, tu sais, dans le premier film, on la voit évoluer. Elle est plus tranquille, plus relaxe. Elle est vraiment à peur. On voit qu'elle évolue. Dans le deuxième, elle a un attachement avec cette jeune fille-là parce qu'on sait qu'elle a une fille également, Ripley. Fait qu'il y a un amour maternel qui vient se greffer à ça. Mais ça reste que c'est elle qui est allée pareil. Là. Je veux dire, puis elle est allée parce qu'elle avait cet espoir-là de retrouver Newt. Puis de même sacrifier sa vie pour garder cet espoir vivant-là. Je veux dire, c'est merveilleux. Là. Et ça en a fait un des personnages de fiction féminin probablement les plus extraordinaires. C'est probablement la plus badass que tu peux avoir. Oui, à l'origine, c'était censé être un garçon. Là, puis ils ont tout changé ça. Pour une fois que James Cameron fait de quoi qu'il y a de l'allure. Je suis pas sûr que ça aurait eu autant d'impact. Bah, ça aurait été Big Bang Pouf, là, un genre prédateur. Là, peut-être. Je veux dire, ouais. On va tuer tout le monde, puis on a des gros bras, puis voilà. Ouais, c'est ça. C'est mieux avec Ripley. Oui, à mon avis. Oui. À mon avis, c'est beaucoup mieux avec Ripley. J'avais sorti d'autres petites idées, mais je vais laisser ma collègue finir ça. Mais je terminerai en disant que pourquoi ça nous parle tant au niveau de l'espoir? Pourquoi ça vient me chercher pour moi? Je veux dire, pourquoi qu'on en parle autant? Parce que dans notre vie de tous les jours, on tombe, on se relève. Oui. Le père de Bruce Wayne, il a dit Bruce, Thomas Wayne, il dit c'est pas la chute qui est importante. C'est la façon que tu te relèves. Puis je veux dire, dans toutes nos vies, on va tomber. Rocky a souvent dit des choses comme ça aussi. Exactement. Et si moi, tu regardes ça, c'est ça. C'est pas les coups que tu reçois. Exactement. C'est les coups c'est pas les coups que tu donnes, c'est les coups que tu reçois. Et ta capacité de te relever. Ta capacité de te relever. La résilience. Comment que nous, en tant qu'humains, comment qu'on fait face aux défis de la vie, comment qu'on est capable de croire à notre potentiel et à nos capacités, même si des fois on se fait dire le contraire, même si des fois on se fait dire qu'on est bon à rien, on a cette capacité en tant qu'humain, et ce qui fait la beauté de l'humanité. On n'est pas tous des caves, les humains. Il y en a en tabarnache, là, je veux dire, le degré de stupidité est quand même assez élevé, là, mais majoritairement, là, on a cette capacité-là de se relever, de dire on s'en sort, on va s'en sortir en tant que peuple. Et j'en parle souvent des nouveaux auteurs de science-fiction, des nouveaux auteurs, de nouvelles autrices qui, enfin, intègrent ça là-dedans, le home punk. C'est important de dire, on s'en va dans le mur, là. On le voit, là, qu'on va dans le mur, là. Regarde, on sort dehors aujourd'hui, là, il y a de la fumée partout, là. Ça sent la fumée parce qu'il y a des feux de forêt partout. C'est beau, là. On est devant la face, là. On est devant la catastrophe, là, mais on a la puissance de s'en sortir.
parce qu'on a l'espoir, on a la résilience, on a l'ingéniosité, on est capable de croire, puis on n'a jamais baissé les points en tant que société, en tant qu'humanité. Puis moi, c'est ce message-là que je voulais vous lancer aujourd'hui. L'espoir, c'est au cœur de notre vie, c'est au cœur de la majorité des arcs narratifs qu'il y avait dans la mythologie grecque, dans tout ce qu'on vit. C'est encore au cœur d'à peu près tous les arcs narratifs. Alors voilà, c'est une force, je crois, qui est universelle, qui nous relie tous. Alors voici, continuons, même si des fois on se dit « Tabarnache, j'irai me coucher et je ne me relèverai pas. » Ça va pas bien. Tu dis, OK, là, je t'aboute, je t'écœuré. Oui, là. Mais il y a toujours, à quelque part, une petite lueur d'espoir, un petit truc, un petit quelque chose. Puis, souvent, ça passe par quelqu'un autour de vous autres qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut rien que rallumer la flamme. Alors, go! Soyons ensemble et espérons un meilleur avenir pour nous, mais surtout pour les prochaines générations. C'est ça que je voulais vous lancer aujourd'hui avec la série Pandora Box et toutes ces belles suggestions que je vous ai faites. Alors, j'attendais beaucoup cet épisode-là parce que souvent, je suis négatif puis que je suis comme tout le temps grumpy. Puis ma femme me dit toujours « Ah, t'es grumpy tout le temps. » C'est vrai que je suis grumpy puis que je chiale. Mais dans le fond de moi, là, je suis quand même un gros nounours qui a beaucoup d'espoir en l'humanité. Puis moi, quand je perds espoir, je regarde mes 2 enfants. Puis ça repart tout de suite. Okay. Ça repart tout de suite, puis je me dis, c'est pour eux autres. Là. Je veux dire, on est là pour ça. Là. Ça peut pas finir là. Ça peut pas finir comme ça. Puis ça me donne le go pour me dire, botte-toi le derrière, puis avance, puis tous les petits problèmes que tu as, ce n'est que des petits problèmes. Je veux dire, c'est ça. Go, go, go. Puis lisez, surtout le Martien. Je pense que si j'avais une recommandation aujourd'hui, le roman d'Andy Weir, qui est un écrivain extraordinaire. Ben, c'est un message de persévérance. Le Martien. Quel beau roman et quelle belle histoire et quel bon film aussi. C'est parce que là, le Seigneur des Anneaux, je l'ai déjà dit souvent, là. Mais One Piece, t'étais dessus en tabac. Non, mais... One Piece, si vous voulez sourire. Là, même la série télé, là, il y a une deuxième saison. Tout le temps heureux. C'est ça. Sauf quand il dit « On ne touche pas à mes amis ». C'est le cas, c'est vrai. Là, ça, tu sais que le vent vient de tourner. Tu sais, Joël, des fois, nous parle d'une feel-good littérature. Ben, One Piece, là, c'est ça, là. Je veux dire, tu lis ça, puis tu regardes ça, puis tu peux pas faire autrement que sourire, puis de dire hey, on a-tu du fun dans la vie? Je veux dire, ayons du fun un peu, là. Amusons-nous, go, go, go. C'est ça, c'est tellement beau, puis c'est tellement drôle aussi. Je veux dire, c'est vraiment prends pas trop au sérieux, puis on s'amuse bien. Pas du tout. Puis, mais ça reste que chaque personne même le génie dans Aladdin a l'espoir de s'en sortir. Parce que j'ai écouté Aladdin avec mon garçon, la version réelle, là, avec Will Smith. Là, très, très bon film. Oui, moi j'adore. Donc, Imaginatrix, l'espoir, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ben, Marc m'a un peu lancé la balle parce qu'il a parlé de Hope Punk. Puis c'est exactement de ça que j'ai envie de vous parler. Qu'est-ce que c'est le Hope Punk? Puis là, avant qu'on... j'ai besoin d'un cours un peu. Oui, avant qu'on retombe là, dans les dénominations de punk, qu'est-ce que ça veut dire? Là, attendez un petit peu, on va y venir. Mais en fait, c'est un terme qui est quand même assez récent, qui date de 2017. C'est une autrice qui s'appelle Alexandra Rowland qui a, sur les réseaux sociaux, dit « OK, on peut-tu arrêter de faire des dystopies puis commencer à faire du hope punk. » Fait que c'est vraiment... ça a vraiment été mis en place pour faire le contrepoids aux dystopies. Le hope punk, c'est une fiction spéculative optimiste. Fait que tu l'as vraiment dit tantôt avec ton mot. C'est en opposition aux dystopies. Puis, c'est pas parce que c'est du hope punk qu'on est dans l'utopie. On le sait qu'une utopie, c'est vraiment un truc où est-ce que c'est un monde idéal, où est-ce que tout va bien et tout. Puis c'est pas parce que c'est du hope punk, c'est pas parce que c'est optimiste qu'il n'y a pas de conflit non plus dans l'histoire. J'ai entendu parler de ça la première fois, c'était en 2020, quand Mathieu Lauzon-Dixot et Geneviève Blouin ont annoncé qu'ils lançaient une nouvelle collection, la collection VLB Imaginaire, chez l'éditeur VLB. Ils ont mentionné qu'ils cherchaient des textes qui étaient lumineux, des textes qui étaient plus optimistes. Geneviève Blouin avait spécifié des textes qui s'apparentent au courant hope punk.
Fait que là, c'est à ce moment-là que j'avais été chercher c'est quoi du hope punk. J'avais été essayer de découvrir ça un petit peu. Puis, j'étais pas certaine de comprendre où on pouvait faire une intrigue avec des trucs optimistes. Tu sais, j'étais encore dans cette idée-là un peu de l'utopie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, le hope punk, ça peut partir d'une dystopie puis s'en aller vers le message d'espoir, justement. Et j'ai 2 mots qui me viennent en tête, là, moi. Oui, vas-y. Star Wars. Oui, ben là, on fait référence à un nouvel espoir, déjà, là, en partant. Mais je veux dire, peu importe, tout ce qu'il y a dans Star Wars, c'est, positif. Optimiste. Oui, c'est vrai. Pas tout à fait. Je vais te l'expliquer plus en détail, puis tu verras par la suite. Mais si on parle de ces histoires-là optimistes qui vont partir d'une dystopie, c'est vrai, tu as raison, avec l'Empire, c'est un peu dystopique, puis on essaye de changer les choses. Il y a chez VLB, éditeur justement, VLB Imaginaire, un des livres qu'ils ont publié, en fait, c'était une traduction de Cycling to Asylum de Sue J. Sokol, qui, en français, a été traduit par Les Lignes Invisibles. Puis là, on est dans une histoire qui est vraiment tough, OK? On va se le dire en partant. Dès les premiers chapitres, tu lis ça, tu trouves ça très lourd. Ah oui, c'est le vélo, ils partent en vélo, je l'ai lu, c'est des réfugiés qui partent en vélo. Le début du livre est vraiment dur. On est aux États-Unis, sous un régime autoritaire totalitariste, puis les gens sont hyper surveillés, sont biopucés, il n'y a pas de liberté tant que ça. Énormément, c'est une vraie dystopie dégueulasse. Énormément de brutalité policière. On va aussi être témoin d'une agression. Ça va vraiment pas bien. Puis tu lis ça, puis tu te sens pas bien. On n'est pas dans le feel good, vraiment pas à ce niveau-là. Puis les personnages, en fait, parce qu'on va suivre une famille de gens qui vont s'enfuir de New York, qui vont devenir réfugiés. Le père de cette famille-là, à un certain moment donné, se rend compte que sa sécurité est compromise. Fait qu'ils doivent inventer un prétexte pour quitter le pays. Fait qu'ils décident de faire un voyage à vélo, chose qui semble tout à fait banale. Fait qu'ils réussissent à traverser la frontière canado-américaine comme ça pour s'en aller vers Montréal, qui est, dans ce monde-là, reconnu comme une ville d'accueil pour les réfugiés. Le Canada qui n'a pas suivi le courant des États-Unis. Puis là, je vous dis tout ça, là, ça a été publié à l'origine en 2014. Puis la réédition a été faite en 2022. Fait que c'était bien avant tout le contexte qui est en train de s'installer présentement aux États-Unis. Fait que bref. On fait des parallèles avec La Servante écarlate un peu. Oui, effectivement, okay, c'est dans les mêmes lignes. Qui a été écrit en 84, La Servante écarlate. Effectivement. Puis, des méchants visionnaires. Là où on rentre dans le côté de l'espoir, là où on rentre plus dans le hope punk, c'est vraiment cette partie-là où il s'enfuit, puis la partie où il arrive à Montréal, qui encore une fois se passe pas comme à merveille. Là. Il n'y a pas de formule magique. C'est pas parce que Montréal est une ville d'accueil que le fait d'être réfugié, ça devient tout d'un coup facile. Il y a quand même les épreuves qui viennent avec ça. Puis au final, la scène finale, parce qu'il se passe des événements qui fait que la famille se retrouve très compromise, même en étant rendue au Canada, la scène finale, c'est qu'une scène d'espoir qui amène l'espoir. Ça se passe avec les enfants de la famille pour montrer justement que les enfants, c'est pour eux qu'on a de l'espoir, puis c'est pour eux qu'on souhaite agir puis changer les choses. Fait que oui, on peut partir d'une dystopie, mais vraiment pour amener un message d'espoir à la fin. Fait que c'est ça qui est quand même intéressant du mouvement hope punk. Mais concrètement, là, qu'est-ce que c'est le hope punk? Parce que je vois que tu as encore des points d'interrogation dans tes yeux, Sylvain. C'est ça. C'est parce que de la façon que tu me parles de ce roman-là, l'espoir est à la fin. Mais on y va graduellement. Okay. Il est là depuis le début, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la famille, c'est une famille de militants des activistes qui essayent d'amener du changement dans leur pays. Mais à un moment donné, ça vient que... rebelles dans Star Wars. Les rebelles dans Star Wars, mais ça vient qu'ils peuvent plus... ils peuvent plus comme militer sans se compromettre. Fait que c'est à ce moment-là qu'ils sont obligés de partir. Mais pour ce qui est de
décrire plus concrètement qu'est-ce que c'est le Hope Punk. Puis ça, je dois dire que je suis allée chercher l'information sur... c'est Julie Desjardins, qui est une autrice de Hope Punk, entre autres. Elle a écrit l'énigme de la psyché, qui est du solar punk. Puis là, solar punk post-nucléaire. Fait qu'on se trouve... Moi pis Red, on est bien mêlés. Je cherchais dans tes yeux, j'ai dit peut-être qu'il y a une réponse là, mais non. T'as vu le vide? Oh, clairement. On se trouve cette fois-ci dans du post-nucléaire. Fait que c'est post une guerre nucléaire. Les gens doivent se réinventer. La société doit se réinventer. Puis là, je vous ai sorti un autre mot punk, là. Puis là, ça a détraqué quelque chose. On parlait dans, pas l'épisode sur le cyberpunk, mais l'épisode, la version 2 du cyberpunk. 2.0. On parlait des dérivés. Oui. Puis on en a parlé un peu. C'est loin. On en avait parlé quand même pas mal. Ouais. Je l'ai réécouté parce que justement, je voulais pas me radoter. Puis je savais pas si j'avais parlé de Hope Punk à ce moment-là. C'était pas le cas. Écoute, si nous autres, on se pose des questions, puis on était là lors de l'enregistrement, j'imagine qu'il y a des critiques. On avait focusé beaucoup sur le post-cyberpunk avec Richard Morgan à l'époque, qui avait commencé un peu ce mouvement-là de se dire... on va arrêter de toujours être négatif, puis on va mettre un peu d'espoir là-dedans. Ça, je me souviens qu'on en a jasé. jasé. Le Hope Punk va plus loin que ça, là, parce que là, on fait pas rien que le sous-entendre. Le sous-entendre, là, on l'écrit. C'est la thématique principale des histoires. Mais on avait parlé, entre autres, de steampunk, de dieselpunk, de tout ce qui était relié aux sources d'énergie. Je vais le racheter, biopunk. Biopunk, t'as du ocean punk, t'as du electric punk. OK, tous ces punks-là. Là. Okay. On en avait parlé un petit peu, puis le solar punk, c'est dans la même lignée que le solar, puis pas le solar, mais le diesel, puis le steampunk. C'est basé sur les énergies vertes, les énergies renouvelables. Okay, c'est bon. Ça, c'est le solar punk. Mais le solar punk, par définition, c'est du Hope Punk, parce que vu qu'on parle d'énergie renouvelable, on parle de solutions concrètes pour avoir un avenir meilleur. D'accord. Mais le contraire n'est pas nécessairement vrai. Le steampunk l'est pas pantoute. Pourrait être du Hope Punk, mais encore là, ça dépend comment tu traites ton histoire. Moins, mettons. Mais on n'avait pas abordé dans le podcast sur les dérivés du cyberpunk pourquoi on utilisait l'étiquette punk à ces genres-là. Puis c'est très simple, puis Julie Desjardins, elle disait clairement dans ses publications sur sa page Instagram, c'est que le punk, en fait, c'est lié à un mouvement de contestation. C'est vraiment la base. On pense à la musique punk. C'est ça. Moi, j'ai le mot anarchie qui m'avait été Anarchie, exactement. On voit souvent un mouvement de résistance. Fait que c'est ce qui lie tous ces trucs-là là, avec le petit. On avait beaucoup parlé de l'esthétique éclatée un peu plus, mais c'est vrai que c'est vraiment lié à la contestation. Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête. Puis c'est pour ça que quand on parle de Hope Punk, on parle pas d'une esthétique spécifique, on parle pas de tropes spécifiques, on parle vraiment juste d'un truc qui remet en question nos idées, nos conceptions sur la société, mais dans une optique d'espoir. OK, mais est-ce que ce serait du peace and love littéraire? Non, parce que t'as encore le côté punk. Le côté dystopie est toujours là quand même. Il reste souvent là, tu peux en avoir. Oui, mais peace and love, c'était punk doux. Tu te battais, c'est vrai, contre les c'était de la contestation, mais sans violence. Ouais, t'as raison un peu. Hein. Pas nécessairement, parce que oui, de la violence, il peut y en avoir. Fait que oui, on peut voir des trucs qui sont plus peace and love, mais d'autres trucs qui restent quand même assez rough. C'est pas un genre qui est spécifique, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il peut être mélangé avec plein d'autres genres. Exact. C'est de la fiction spéculative. Fait que généralement, on reste dans la science-fiction, mais ça peut être mélangé avec plein d'autres trucs. Ça peut être mélangé avec du fantasy, à la limite. Ça peut être mélangé avec d'autres sous-genres qui portent les prénoms punk. Mais faut pas inverser puis dire, exemple, du solar punk, c'est automatiquement du Hope Punk, ou du Hope Punk, c'est automatiquement du solar punk. C'est plus vaste que ça. Okay. Comme le biopunk n'est c'est pas automatiquement du Hope Punk non plus. C'est ça. Ouais. Puis, Julie Desjardins, dans ses publications, elle explique que le Hope Punk va mettre en scène des solutions pour un monde meilleur.
Par exemple, en repensant les villes, en repensant l'économie, en repensant notre approche envers l'environnement, c'est des thématiques qu'on va retrouver dans le Haut-Punk. Fait qu'on n'est pas obligé d'être spécifique à un genre ou spécifique à un truc. C'est vraiment des thématiques générales qui reviennent dans ce truc-là. Fait qu'on est encore dans la contestation puis dans la remise en question de la société. Par exemple, dans son livre, l'univers est gouverné par les scientifiques. Fait qu'à la base, c'est une excellente idée. On a vu que les gens, ils écoutaient pas les scientifiques, ils ont provoqué une guerre nucléaire. Fait que là, les gens se revirent de bord puis disent « Non, c'est pas vrai qu'on va répéter les mêmes erreurs. » On met des scientifiques à la tête de nos gouvernements. Fait que ça fait en sorte que tout est repensé en fonction de la survie de l'humanité, mais aussi de la survie de la biodiversité, les ressources et tout. Mais en même temps, ça démontre que des fois, il n'y a pas de solution parfaite non plus. Fait qu'on voit que cette position-là de mettre les scientifiques en charge, il y a des nouvelles inégalités qui se créent. Fait que ça questionne vraiment... Tu sais, il n'y a pas de pensée magique nulle part dans le Haut-Punk. On est loin de l'utopie. C'est vraiment un truc qui nous amène à réfléchir, qui nous amène à nous questionner. C'est ça, comment s'en sortir. Donc, Star Trek serait pas du Haut-Punk. Non. Parce que ça va bien, mais on cherche pas de solution. C'est une utopie. OK. Oui, c'est vrai. OK. 100% utopique. Ouais. Le monde ne travaille pas. Ouais. Ils ne reçoivent pas de salaire. Tout le monde parle toutes les langues. Oui. Je pense qu'ils ont rarement faim aussi. Ben, ils ont des synthétiseurs, fait qu'il n'y a plus personne qui meurt de faim. Non, c'est une utopie. C'est OK. une utopie science-fiction. Oui, ordinateur règle nos problèmes. Oui, absolument. C'est... Pouvoir cosmique. Oui, exact. Non, puis... T'as pas ça dans le Haut-Punk, le pouvoir cosmique. Puis je suis contente d'avoir pu trouver ces informations-là sur le profil de Julie parce que elle aussi, quand elle a commencé à écrire son truc, elle a pensé qu'elle écrivait du steampunk écologique, pas victorien. Fait que là, elle savait pas trop comment décrire ça, puis elle a découvert qu'est-ce que c'est le solarpunk, puis qu'est-ce que c'est le hope-punk. Puis... Pas toujours facile non plus à catégoriser. Là. Non, parce que c'est ça, des fois, on a des genres qui se mélangent, on a des hybrides qui se forment. Clairement, j'aurais de la misère à écrire ça, moi. Ben regarde, je vais te donner un exemple. Là. J'ai reçu, moi, une BD hier qui s'appelle Metropolia Berlin 2099. L'histoire se passe en 2099 à Berlin, en Allemagne. On est dans la sortie d'une crise énergétique extrême. Les gouvernements en place ont décidé de créer des mégapoles pour pouvoir regrouper tous les gens ensemble pour faire en sorte d'éviter le maximum les transports parce qu'on n'a plus d'énergie et ça pollue la planète. Donc, les transports sont devenus un moyen de luxe. Et pour contrer ça, ils ont décidé de monétiser les pas. Ça veut dire que chaque pas que tu fais te donne un montant d'argent. Alors, ils poussent les gens à marcher pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, et ainsi de suite, et à ne pas utiliser les moyens de transport pour économiser l'énergie. Je veux qu'on fasse ça tout de suite. D'ailleurs, ça existe, mais c'est vraiment pas rentable. J'ai vu je me rappelle plus quel média, mais j'ai vu des journalistes essayer, puis finalement, ils obtenaient presque rien. Mais ça, c'est du home-punk, parce qu'on est dans une dystopie. On est dans une solution qu'on n'aurait peut-être pas pensé après ma barre. Exactement. Mais on l'expose, on la jette dans l'univers. Exact. En fait. Mais on va syndicaliser encore les podomètres là, après ça. Mais on a encore le côté méga corporation qui est encore là. On a encore les disparités sociales, les classes sociales. Et on a encore des gens, malheureusement, qui se tirent dessus puis qui se tuent. Et c'est mélangé avec l'intelligence artificielle parce que le cyberpunk, on garde tout ce côté-là. Mais comme tu dis, c'est vraiment... Il y a espoir. Là, c'est plus qu'un espoir. C'est réglé. Okay. Je veux dire, on a réussi à contrer la crise énergétique parce qu'on a trouvé une solution, puis les gens ont embarqué là-dedans. Bon, on ne sait pas s'ils ont embarqué de force ou pas. Oui, ça aussi, c'est un truc à questionner. C'est un truc à questionner. Puis on ne sait pas non plus s'il y a des cellules de personnes qui sont peut-être pas d'accord avec ça. On n'est pas rendu là. Ah non, c'est sûr. De mon côté, puis c'est peut-être là, c'est un dérivé à cause de mon passé de storyteller. Mais honnêtement, j'aurais de la misère à écrire quelque chose comme ça de mon côté parce que justement, je suis tellement habitué de laisser planer le doute à mes joueurs que tu penses que c'est réglé. Tu as l'espoir que ça soit réglé. Tu sais, tu te dis, mais on vient de s'en sortir, mais je lui donne tout le temps le feeling que, OK, il y a pire que ça qui nous attend. Mais des fois, ça peut vraiment être réglé. Oui.
De Oui, se dire, on a réussi à trouver une solution viable. Oui, mais je lui ai fait pas planer. parfaite, mais viable. Mais de mon côté, je prends l'espoir puis je mets le doute à la place. Mais tu dis que c'est pas évident. Je vais vous faire une confession. À mon avis, à moi, c'est pas évident. Je vais vous faire une confession. Je suis en train d'écrire un roman de Hope Punk. À la base, l'idée, c'était d'écrire un roman de Hope Punk. Puis on est dans un univers où est-ce que, justement, il y a eu une révolte. Il y a eu une remise en question de tous les systèmes. Les gens se sont soulevés, ont fait changer les choses. Mais là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. Fait qu'éventuellement, il y a des gens qui ont trouvé le moyen d'utiliser ces changements-là pour les mettre à profit. Fait qu'on est dans un monde qui est vraiment meilleur que celui qu'on connaît présentement, mais il n'y a rien de parfait. Mais j'écris ça, puis la première partie du livre, on est vraiment dans le feel good. Là. On a le personnage qui veut encore changer des trucs, qui voit qu'il y a encore du travail à faire, qui trouve sa famille qui va l'aider, qui va lui donner une mission un peu, si on veut, une raison de se battre puis de bien changer le monde et tout. On est dans le feel good. Puis là, plus l'histoire avance, plus ça tourne mal. Puis là, ça... Fait que là, tu vois que j'ai vraiment de la misère à écrire un truc qui est... C'est pas obligé d'être positif, mais ça reste optimiste, mais c'est pas nécessairement positif. Là. Des fois, ça tombe dans le très sombre, dans le côté humain qui est très, très dark. Mais j'ai essayé de racheter le truc en ramenant l'espoir à la fin pour dire OK, il y a un autre chemin. On le voit, là, on le voit dans ton visage, dans ton non-verbal, oui, là, mais c'est pas facile. Fait que pour répondre à ta question, non, c'est vraiment pas évident parce qu'on est tellement mindé à écrire de la dystopie, à consommer de la dystopie. C'est comme, on la voit, on la vit à tous les jours, on a l'impression de la vivre à tous les jours. Puis il y a des dystopies qui sont écrites dans le siècle dernier, il y a eu des dystopies qui ont été écrites, des très bonnes dystopies qui, à la base, devaient servir d'avertissement. Puis tu as même partagé une publication là-dessus récemment. Il y a des librairies ou des bibliothèques qui se sont mis à afficher les livres de George Orwell ou La Servante écarlate de Margaret Atwood en disant c'était supposé être des avertissements, pas des putains de guides. C'est ça. Puis c'est ça, finalement, les auteurs se sont rendus compte que oui, c'est bien pour justement donner des avertissements à la dystopie, mais ça prend un contrepoids à ça. Exact. Ça semble pas avoir fonctionné de donner des avertissements. Fait que ces auteurs-autrices-là se sont dit, pourquoi on n'essayerait pas quelque chose de différent? Puis c'est là que l'Hope Punk, il devient comme un exemple à donner. Parce que au final, là, le but du Hope Punk, c'est de montrer, d'exposer l'imaginaire des gens à des solutions possibles. Puis c'est en faisant ça que là, tu sèmes une graine dans l'esprit des gens. Une graine d'espoir. Une graine d'espoir, mais aussi des idées que les gens n'auraient pas pensé prime abord, soit parce qu'on est trop envahi par trop d'informations en même temps qui viennent de partout. Mais de prendre le temps de s'asseoir puis de lire un livre qui détaille comment que ces idées-là pourraient se développer avec le bon côté comme avec le mauvais côté. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis éventuellement, les gens vont commencer à en parler de ces idées-là, puis vont commencer à vouloir les appliquer. Fait que c'est pour ça que les auteurs-autrices se lancent dans ce mouvement-là, qui est le Hope Punk. Je vous l'ai dit, là, cette nouvelle SF-là, là, c'est la mode, là, parce que les auteurs et les autrices sont tannés. Puis ils veulent changer, là, ils veulent changer puis le monde. Les lecteurs aussi, là, ils en ont soupé là, de la dystopie. Honnêtement, là, moi, j'en lis beaucoup là, de la nouvelle SF, là, où enfin, il y a de l'espoir. Puis moi, on dit que ça fait du bien. Parce que tu l'as encore, ce côté cyberpunk-là, là. Tu sais, dans la dernière BD que j'ai lue, il y a une intelligence artificielle qui va complètement folle, qui va assassiner tout le monde. T'as encore tout ce côté-là. Mais ça finit bien. Puis ça, des fois, ça fait du bien de se dire, Colin, oui, c'est un monde de marde, mais il y a du bien dans ce monde de marde-là. On est capable de s'en sortir, puis on est capable de se dire, on va arrêter tout ça, là, puis on va prendre tout ça, puis on va refaire une nouvelle société. Ça fait du bien. Puis il ne faut pas tomber... Excuse-moi. Je sais pas si c'est vers là que tu t'en allais, mais ceux qui pensent que c'est une littérature qui est moralisateur ou qui est là juste pour passer un message, c'est plus de même qu'on écrit des livres à cette heure, des histoires à cette heure. C'est vraiment le message passe, mais le divertissement puis le bien-être, le plaisir de là
est là pareil. Ouais. Tu sais, c'est écrit de façon je m'en allais attractive. je m'en allais un peu là, Mm. mais je m'en allais rajouter, moi, que c'est pas nécessairement, pas parce que c'est au punk, que nécessairement ça va virer rose bonbon. Non, là, non, tu sais, non, on est loin de tu sais, l'utopie. c'est ça, là, Monde de licorne. Ouais, On monde n'est de pas- on licorne, n'est pas le dans monde les merveilleux de licornes, puis Disney, où la ce que c'est pensée que magique. tout finit bien, puis que peu importe ce qui va avoir arrivé, le méchant devient donc bien gentil, puis là on comprend que c'est parce que quand il était jeune, il s'était fait voler son biscuit. Ça Tu sais, à un reste moment donné, toujours tu fais comme- nuancé. Mhm. Ah, ouais. C'est ça, là. C'est moi, l'importance de faire quelque chose de réaliste, c'est que ce soit nuancé à quelque part. Si je fais de la psychologie à 25 cents, là, ça fait quand même longtemps qu'on analyse le et la crinquée. Là. C'est que. Un peu, ouais. Ouais, c'est que on veut que notre imaginaire prenne forme. Oui. Ah Donc, oui. probablement que c'est la même chose si on se fait bourrer de dystopie. Là. Présent. C'est vrai que notre perception de l'univers dans lequel on vit est beaucoup influencée par la culture qu'on consomme. Exact. Puis, tu sais, je me pose régulièrement la question, est-ce qu'on est vraiment pire aujourd'hui qu'on l'était v'là 20 ans, v'là 30 ans? J'ai pas la réponse à ça, honnêtement. On est différents. Oui, on est différents. différents. Ça, c'est on une vit très dans bonne notre temps, là. façon de le dire. Mm. Puis, c'est sûr qu'on fonce dans un mur. Ça, il n'y a pas de doute avec ça. La société, présentement, si elle continue comme ce qu'elle fait présentement, on fonce dans un mur. Ça, il n'y a pas de doute. Ben, il s'agit rien qu'à savoir Mais à on quelle sait vitesse pas. qu'on va arriver Puis, dedans. on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver le Ouais. mur. C'est Mhm. juste ça. Mais on peut toujours bien décider à quelle vitesse qu'on va arriver dedans, puis comment est-ce qu'on va, C'est- si on va se blesser ou pas. Ou Effectivement. de passer à côté. C'est Ou- ça. Idéalement, ça serait de passer à côté. Mais on va d'un mur pareil. Mhm. Fait que oui, puis est là l'importance de la fiction. Oui. C'est à quel point que ça peut influencer notre perception du Mhm. monde dans lequel on vit. Fait que d'écrire des trucs d'espoir plutôt que de la dystopie. Ben, dans le fond, ce qu'on vient de Puis dire la là, dystopie reste importante, mais on en a en Le- masse à consommer. Le là. mouvement cyberpunk est extrêmement important Mhm. dans l'histoire de la littérature parce que ça nous a ouvert des horizons puis ça a pris position par rapport à ce que ça pouvait devenir. Mm. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Puis William Gibson l'a toujours dit, le cyberpunk est mort. Mm. Parce qu'on vit dedans. Tout ce qu'on a écrit à l'époque, Oui. malheureusement, on est là. Mais c'est pour dans le sens, il est mort parce qu'on a besoin de d'autres choses. Puis ce qu'on a besoin, c'est ça. Là. Puis je pense qu'on est rendu là dans la science-fiction de faire évoluer la vision de tout ça. Puis, comme Joël dit, là, de la dystopie, il y en a encore qui en écrivent des très bonnes, puis il y en a encore qui sont toutes existantes encore. Là. C'est encore pertinent. Puis c'est encore pertinent, ça va toujours Un l'être. enlève rien à l'autre. Exact. Ils se complètent. Ouais. Puis j'ai l'impression que peut-être plus tard, dans peut-être 3 ou 4 nouvelles générations, on va peut-être avoir une nouvelle vague de dystopie, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va être rendu là, dans 7-8 générations. Là. Je Mhm. veux dire, dans quel monde qu'on va vivre, là, je veux dire, peut-être qu'on va s'en sortir, puis on va retourner dans un cycle. Là. Tu sais, je veux dire, on est des petites poussières, nous autres, en tant qu'humains. Là. Je veux dire, on n'est rien là, par rapport à l'histoire du monde. Là. Fait que dans 7-8 générations, on va être quoi? Je sais pas. Là. On ne sait pas tout ça, là, comme je l'ai dit. Là. On n'en a aucune idée. Mais ça fait du bien. Quel beau... Mhm. ça fait du bien de pouvoir évoluer Mm. en tant qu'auteur et autrice En et tant en tant que que lecteur et lectrice. De se dire, je vais essayer ça. Puis tu Ouais. fais comme, c'est Oh, intéressant. ça aussi, Mhm. ça existe, c'est Ah. possible. Tu sais, comme Neo Forest, c'est du biopunk. Mhm. J'avais jamais lu ça de ma vie, moi, du biopunk. Je savais pas c'était quoi. J'ai fait comme, OK, c'est intéressant. C'est Ben, pas une petite pelletée de terre, puis cressons notre camp, qu'est-ce que t'en dis, là? à ce que j'en comprends, C'est une joke de François l'ouvrage, dans le fond, à ce que j'en comprends, tout l'ouvrage au complet de Maxime Chatham en rapport avec l'autre monde, c'est du fantasy, mais c'est un fantasy qui se veut au punk, même si ça a été écrit bien avant ça, là. Mais quand tu arrives à la fin, c'est qu'il y a tout le temps un message de écoute, puis c'est des jeunes en plus, les héros là-dedans, fait que c'est un message de écoute, on va pousser pour que ça aille mieux tout le temps. On va aider notre monde autour, tout ça, puis c'est même pas une histoire de message, mais tu le vois qu'ils travaillent toute la gang ensemble pour que ça aille mieux, puis ça va justement mieux. Ils prennent en charge, dans le fond, de leur destin pour que ça aille mieux. Fait que, oui, je suis capable de me l'interpréter encore mieux avec cet ouvrage-là. C'est l'espoir, man. C'est l'espoir. Exact.
Ben là, avec l'invention du terme Hope Punk, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à dire, OK, est-ce que ça, c'est du Hope Punk? Est-ce que si? Ils ont catégorisé. On a parlé du Seigneur des Anneaux. Les gens se sont posé la question, est-ce que c'est du Hope Punk? La Hope Fantasy? De la Hope Fantasy, peut-être, mais non, mais c'est parce que il y a le mot, ben c'est ça, peut-être de la Hope Fantasy, plus parce qu'il y a le mot punk qui va souvent parler des personnes qui sont plus marginalisées, des personnes... Et on le relie pourquoi la technologie aussi. Dans l'autre monde, justement, c'est une guerre... non, pas une guerre. C'est une guerre entre les adultes puis les jeunes après une tempête incommensurable, là, tout ça, mais c'est parce que rendu au bout, c'est littéralement du monde qui... Tu sais, des mondes, ben, pas des mondes, mais des régions totales, là, tu sais, le monde au complet qui est pogné là-dedans. Puis les jeunes, ils essaient de survivre là-dedans carrément. Mais on relie aussi beaucoup le punk à la technologie. Oui, il y a ça aussi. C'est toujours un mouvement important. Il y a ça aussi, mais tu sais, c'est ça. Il y a le mouvement contestataire. Oui, il y a de l'espoir, ça, c'est sûr, dans le Seigneur des Anneaux. Mais aussi, il y a un côté technologique. Il y a une certaine technologie par rapport à tout. L'industrialisation de Saruman, par exemple. C'est ça, oui, ça, c'était très important. Par contre, là, c'est ça, là, tu vas sûrement nous en parler du côté des films. Il y a de l'espoir dans toutes les histoires. Fait que là, si on se base sur le seul critère de l'espoir pour dire que c'est du Hope Punk... Tout en est. C'est vraiment aller fouiller plus en profondeur pour comprendre c'est quoi le mouvement, puis c'est quoi qu'il y a derrière ça, puis c'est quoi les thématiques. Moi, personnellement, envers Le Seigneur des Anneaux, je dirais que les films sont peut-être un petit peu plus Hope Punk que les livres. Parce que les livres, je l'ai dit souvent, je le redis, il y a beaucoup le côté de l'honneur aussi. Puis tu sais, on sait que Frodo comme Aragorn, tu sais, c'est pas des petits clins, c'est pas des gens marginalisés, tu sais, c'est des gens respectés, des gens, tu sais, il y a tout cet aspect-là de l'honneur autour qu'on retrouve beaucoup plus dans le livre que dans les films. Mais dans les films, là, sont vraiment uniquement poussés par l'espoir. Oui, l'espoir de réussite, de sauver le monde. Ils le font pour le bien commun. Et ceci dit, c'est bon aussi dans l'autre sens, parce que Sauron, il vit d'espoir aussi. Effectivement. Il vit de l'espoir de retrouver son anneau. Oui. C'est pas tout à négatif par rapport au dire, oh mon Dieu, les méchants peuvent pas avoir d'espoir. Ben non, au contraire. Non, c'est vrai. Je veux dire, Thanos vit d'espoir de pouvoir trouver toutes les... parce qu'il croit à sa destinée, puis il croit à ce qu'il va faire. Mr. Freeze. Mr. Freeze, tout à fait. Son espoir, c'était de sauver sa conjointe qui avait une maladie. Je veux dire, oui, il est méchant, mais la motivation, l'espoir, c'est le moteur narratif de plein de choses. Vraiment. Hein? À part le Joker, qui lui... on sait pas trop qu'est-ce qui... c'est une utopie. On sait pas trop qu'est-ce qui le pousse à faire ses affaires. Il n'y a pas de moteur, lui. Qu'est-ce que tu penses qu'on va trouver? Il y a un fil de lousse à quelque part, le Joker. Ouais, des fois, ça se touche. Là. C'est comme, aussi. C'est comme quand ton char part pas. Là. T'as comme deux fils. Là, puis à un moment donné, pouf, pouf, il part. Là, oui, il part pas. Là. C'est comme, des fois, il part, des fois, il part pas. C'est comme Stitch. C'est un agent du chaos. Je dis, il est fin, il est pas fin, méchant, pas méchant, on sait pas trop ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? Mais tu te dis, ah oui, mais y a-tu un bon fond? Bon, on dit qu'un Stitch a un meilleur fond que Joker, là. Oui, là. Parce qu'il va évoluer, là, mais à la base, il a été créé pour détruire l'univers. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est un monstre, là. Clairement. Il est indestructible, il est puissant, il y a tout, là. Je veux dire, c'est vraiment une destruction, mais il garde espoir en la famille. Exactement. J'ai hâte de lire ton histoire de Hope Punk. Une histoire de pirate, en plus. Quand je suis quelqu'un qui aime mélanger les genres, là, celui-là, je me suis assez gâté, merci. Pirate dans le fleuve? Sur le lac Témiscouata. Oh, les boys. I'm drink to that. OK. Ben, moi, dans l'espoir, je vais commencer. C'est l'espoir qui suit le désespoir. OK? C'est le moment où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire et que là, tu te dis, oh, finalement, ça se peut qu'on réussisse quand même. Parce que ça, c'est à la base de bien des histoires. Oui. Je dirais même... C'est carrément une clé narrative. Là, c'est ça. Que tu mets dans à la limite,
c'est ça dans le sapin des boules. là. Ah oui. OK? oui. Bon, dans le sapin des boules, Hey, je m'en Il y a allais beaucoup tellement d'espoir. pas là. non, mais ben, Oui. il y a beaucoup de désespoir Oui, aussi. mais Ça- à chaque fois, il y a l'espoir. qui c'est ça. revient. Ça commence par l'espoir de créer un beau Noël à sa famille. Oui. Puis après ça, le SWAT est rendu dans la maison. Oui, mais il perd jamais. Et c'est vrai. L'espoir d'avoir sa prime. C'est Ah oui. exactement. Mais c'est vrai, il faut que je dise tout de suite aux auditeurs, auditrices et ceux qui nous regardent sur YouTube, ça se peut que je spoil un peu. Là. Ah, voilà, comment? Bon, Ben, le spoiler, ça peut des boules. là. non, ça c'est plutôt difficile. Et pour nos amis européens, c'est bonjour les vacances de Noël. Ah oui, c'est Le vrai. premier. C'est- Non, bonjour Non, les non. vacances de Noël. Il s'appelle pas le sapin des boules en Ok. Europe. C'est On n'a bonjour. on n'a pas les mêmes. C'est titres. Bonjour les vacances de Noël. Mon DVD porte ce titre-là d'ailleurs, Ok, bon. mais c'est exactement le même film avec les mêmes traductions. Mais dès que son patron dit qu'il portera pas plainte, là tu fais comme oh là ça revire de bord. Ouais. Puis là bon lui offre sa prime et vous ajouterez tant de pourcents puis il perd connaissance parce qu'enfin il va pouvoir avoir sa piscine et tout ça. Mais c'est le moment où Rocky fend l'arcade sourcilière d'Ivan Drago. Oui, l'espoir. OK? Là, tu te dis, OK. oh, il- ça se peut. C'est un homme. Il Ça- saigne. C'est ça. C'est ça. C'est pas une machine, c'est un homme. Ça, Comme, un grand moment narratif. comme dans Prédateur. S'il saigne, il peut mourir. Probablement. T'as Probablement. l'espoir C'est de ça se pareil, dire, ben c'est oui, ça, c'est ça tout à pareil. fait, parce que ça te redonne l'espoir de dire on peut le vaincre, il peut être blessé. C'est Oh, ouais. ça. La finale de Cobra Kai. Lequel? Parce qu'il y en a 12 000. là. Non, le dernier épisode. OK, c'est beau. Dernier épisode, l'épisode 15 de la saison 6. Ça t'aurait pu dire aussi le moment de vérité, la finale du moment Ah, de vérité. probablement, mais c'est que... Ça finit tout pareil. Encore une fois, je vais spoiler. À la fin, c'est Johnny qui doit combattre le sensei de l'autre équipe. Et comme dans Rocky, ça marche pas pantoute. Ah oui. Jusqu'à temps que Daniel, qui est le sensei de Johnny pour ce combat-là, lui dise pour quel dojo combats-tu? Là, tu fais comme oh tabarouette. Là, il vient Cobra Kai. de piquer juste au bon endroit. Ça, c'est un autre moment qui, moi, m'a marqué. Quand Thor retrouve son marteau, Tellement. on pourra dire ce qu'on veut du film, le premier film de Thor, ben de toute façon des 4, Oh, mais quand il s'approche du robot contrôlé par son frère Loki, qui lui demande pardon pour ce qu'il a peut-être fait, qu'il ne sait pas, puis bon, le robot lui donne une claque, on pense qu'il est mort, on pense que tout est fini, Odin verse une larme, et tout d'un coup, tout se met à trembler, le marteau, entre autres, et on entend la phrase prononcée par Odin: qui touche ce marteau, s'il se montre digne, possédera le pouvoir de Thor, et pouf, le marteau retourne vers Thor, là. J'ai encore regardé la séquence aujourd'hui. C'est une tu voulais t'imprégner, là. c'est une grande séquence. Oh, je la regarde de temps à autre. Mon jeu préféré, qui est Metroid Dread, à la fin, je m'excuse, je spoil encore, tu réussis à battre le grand boss. Tu réussis à avancer et tout d'un coup, whoops, le grand boss te prend par le cou et te sort un roman là, de ce qu'il veut faire pour détruire le monde. Là, tu te dis, mais mon Dieu, j'ai réussi à me rendre jusque-là, puis je vais mourir pareil. Et Samus ferme les yeux, s'endort, même quand son masque ferme, on voit plus ses yeux, mais ta manette se met à vibrer. Et C'est pas fini. pouf! Elle se transforme en Metroid Samus. Là, t'as compris que là, t'as de l'espoir de terminer le jeu. T'as beaucoup d'espoir de terminer le jeu. Mais à part ça, je veux dire, il y a de l'espoir dans plein d'autres choses, même dans la musique. Oh. Imagine de John Lennon, Oui, Mm. c'est considéré fait. comme une grosse chanson d'espoir. c'est vrai.
Il ne faut jamais cesser d'y croire. Don't stop believing the journey. Je pourrais la chanter, mais là, je vois que Red m'a fait des Ah, gros OK. yeux. Don't stop believe. En tout cas, Il y a des affaires. On a bien beau être amis, là. Il y a des affaires là, que c'est non. mais dans les films, mon Dieu, ou Ben, séries... Il y en a un, moi, qui me vient à l'idée, puis j'espère, j'ai tellement hâte à la suite. Et j'aimerais ça aussi avoir quelque chose qui va venir pour l'autre roman aussi. C'est Ready Player One. Mhm. La fin de Ready Player One, comment est-ce Ouais. que c'est fini? Puis dans le roman, il explique encore mieux. Mais qu'à un moment donné, ils font comme, regarde, l'Oasis, ça c'est bien correct, là, mais il y a une vie aussi en dehors de ça. Ouais. Puis on a décidé, d'un commun accord avec des gens qui étaient là-dedans, on a décidé qu'on faisait tant de temps que l'Oasis est fermé. Ça écœurait bien du monde, mais maintenant ça va mieux. Ben, T'sais. dans le roman, t'as le désespoir total où Oh oui, tout le monde a été oblitéré. Là. oh Ouais. oui, Mais c'est quoi? Il sort son 25 cents? ouais, Sa vie, sa vie sa vie supplémentaire. Il avait gagné une vie. Ouais. supplémentaire à Backman. Ouais, puis tu sais, c'est ça, puis Ah, c'est dans le film que c'est un 25 sous, ouais, je pense. c'est un 25 sous Mais qu'il dans donne. le roman, c'est une vie supplémentaire. Ok. C'est ça, puis dans le film, c'est un 25 sous qui lui donne, mais ils ont mis ça que c'est un 25 sous parce que quand on jouait dans les arcades dans le temps, on mettait des 25 sous sur le bord de la machine Ton pour ex. dire c'est mon Un ex. ex, ouais. Fait que c'est ça qu'il a envoyé. Il a envoyé un ex. Puis, c'est ça. Dans le fond, Percival, il se relève parce que son ex, il est là. Mhm. Fait que, tu sais, c'était une pièce maîtresse, dans le fond. Dans le 25 cents du Continue. Oui, c'est ça. C'était un continue. Ouais. Mais moi, ce que je voulais en venir, c'est qu'il va en avoir un deuxième. Techniquement, il est supposé en avoir un deuxième. Ben, le t'sais. roman, Le roman, il est là. Oui, Mais le le roman. film, oui, Mais oui, est-ce c'est qu'on ça. va faire un film avec le roman? J'adorerais ça. Moi parce aussi, qu'il y a j'aimerais vraiment ça. il y a vraiment quelque chose de Mhm. Mais j'aimerais encore mieux, encore avant, avoir Armada. OK. Armada, ça, c'est un gros message d'espoir qui ressemble un peu à tout ce qui est comme Independence Day. Là. Mm. Tu sais, une grosse histoire avec des extraterrestres, tout ça, mais qu'on s'en relève, on mange une solide volée, mais on s'en relève de là. Fait que, tu sais, c'est écœurant. Armada, là, c'est vraiment écœurant. Et dans les autres chansons aussi que j'avais dans ma liste, ça me fait penser, est-ce qu'on peut mettre le mot motivation dans l'espoir? Ouais. Ben, OK. L'espoir peut être une source de motivation, Ouais, peut-être. OK. Parce que on me sortait des chansons comme We Are the Champion de Queen, que ça te met dedans. Ouais. Et évidemment, Eye of the Tiger. Ouais. À Et- cause de Rocky. Oui. Ben, et, écoute- même Lose Yourself d'Eminem. Ben oui, mais énormément de chansons qui ont un beat comme ça, qui est explosif, puis qui ont dans le fond, c'est une façon d'écrire ta musique. Si tu écris ta musique, puis même qu'il y a un Québécois qui fait... son nom m'échappe, là. Il y a un Québécois qui il a même fait une chanson de comment écrire une chanson, là. Puis il explique, dans le fond, que ça dépend qu'est-ce que tu veux donner comme message. Mhm. Si tu veux avoir donné un beat là, de ça va pas bien, mais commence ta chanson slow, tu sais, mets de la pesanteur dedans, puis plus que ça va, monte une genre de rage un peu dedans, puis après ça, défonce dans les couplets, reviens, tu sais, après ça, Mhm. puis rendu vers la fin de ta chanson, quand tu vas arriver au solo, au dernier couplet, puis surtout au dernier, défonce tout, puis c'est là que tu vas avoir... T'sais, c'est là que tu vas avoir un feeling on a tout arraché, là. Mhm. T'sais, ils l'ont fait aussi dans... on parlait tantôt j'ai une Best of the Best dans la tête, mais c'est pas ça pantoute. C'était Karate Kid. Oui. Bon, la chanson à la fin, là, c'est ça, tout le long là, du tournoi, ils ont toutes la même, il y a la même chanson qui joue, puis you're the best around, là, Mhm. mais c'est ça, puis rendu à la fin, c'est d'autres choses. C'est comme ils ont fait avec Bloodsport. C'est la même affaire qu'ils ont fait avec Bloodsport. Le combat de la fin, tu te dis, OK, l'autre, il vient de tuer du monde, il a envoyé son chum à l'hôpital, oublie ça, et en plus, il vient de tricher, pas de danger qu'il gagne, mais tu sais, il arrive de quoi, à un moment donné, il se souvient de ce qu'il a appris, puis regarde. Mais c'est comme... Et c'est Jean-Claude Van Damme, donc. Ouais. Ouais. Et En moi, partant. aujourd'hui, j'ai encore espoir de danser comme lui dans ce film-là. Oui, hey, c'était bon, ça, hein? Hey, on pourrait
Ouais. Mais dans ce temps-là, Mais je suis pas Jean-Claude Van Mais Damme. dans ce temps-là, c'était ça. Ma blonde aime encore mieux Jean-Claude Van Damme aujourd'hui. Ah, il y avait le petit déhanchement. Ah, mais oui. il dansait pareil dans Kickboxer. Ah, Mhm. Ouais, pareil. il y avait le petit déhanchement quand même assez sexy. Là. Joël est là, puis elle nous regarde, elle dit, vous êtes vieux, les on gars. parlait-tu d'espoir? Ouais. On est rendu où? Elle a espoir qu'on arrête. Oui. Elle a l'air pas mal désespérée. là. Ouais. Je suis plus, là. Je suis plus, qu'est-ce qui se passe? Fait que on est vieux, c'est ça, faut que tu te dises. Non, Fait que c'est ça. je dirais jamais ça. L'espoir pour moi à l'écran, c'est le moment où tu te dis yes. OK? Tiens! Mm. Dindon. Une grosse passe d'espoir, Endgame. Mhm. Ah oui, non, c'est sûr. Ben, Oui, tu sais, oui. tu l'as mis en C'est couverture. ça, c'est ça que t'as mis en pour couverture. le- Ouais. Ça, c'est... Quand tu dis à ta gauche, puis là, on se tourne, Ah puis tu oui. vois les héros qui arrivent, là. Ouais. Là, tu Ça, fais yes. Ça, puis là, tu disais le blanc en plus pour les fans finis, là, tu vois des héros que t'as jamais vus, là, puis tu fais comme ah, ils sont là. Fait que ça, c'est hot, là. Mhm. Mais bon. Dans les jeux, Écoute, dans les jeux, là, c'est quand même omniprésent, OK? à part les jeux de Lovecraft, là. Ouais, non. Ben, les jeux de Lovecraft, il y a quand même de quoi. Hein, tu peux Tu peux Non, jeter finalement, comme non. T'as- Non, il n'y a pas d'espoir. T'as C'est t'as espoir de trouver la réponse, mais quand tu C'est l'as tout. trouvé... Ah non, mais d'un peu, c'est une des La meilleure- premières littératures que je pense quand on parle de pas d'espoir, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Mais là-dedans, il y a la seule espoir, puis c'est même pas de rester en vie. La seule espoir, c'est d'être capable de pouvoir perdre connaissance puis de pas te souvenir de tout. Parce qu'il n'y a aucune nouvelle de Lovecraft que Un message lueur d'espoir. d'espoir. Dans le jeu, là, t'as plusieurs fins, OK? Puis tu peux appeler Cthulhu. Puis ça, ben, c'est une fin où tu te fais dévorer, mais c'est pas grave, c'est une esprit de belle fin. Ben, je l'ai faite. Mais il y a une des fins que tu décides que non. Il arrive, puis tu l'as collé, puis il arrive, puis tu peux faire non, puis là, tu peux faire arrêter le rituel. Puis là, ben, c'est ça, tu te ramasses dans un... Tu te ramasses dans un asile, t'es à moitié fou, puis de faire de même. Il y a plusieurs fins. mais t'es vivant. Mais t'es vivant. Mais c'est ça, pour avoir joué autant en jeu vidéo que avoir lu, que avoir joué mettons, sur table, en RPG sur table, Lovecraft, dans son monde en général, je te dirais qu'on a fini les masses de Nyarlathotep d'une façon assez magistrale où ce qu'on est resté en vie. Mais pas tout le monde. Puis ceux qui sont restés en vie, tu sais, il y a plusieurs personnages, ça a été joué pendant 18 ans cette game-là, OK? Parce qu'on a arrêté de jouer à un moment donné, puis on a recommencé, puis bon. Mais des joueurs, moi j'ai passé 3 personnages, je pense, dans cette game-là, puis il y en a d'autres joueurs qui ont passé plus de personnages, tu sais. Parce que justement, puis il faut qu'il y ait des relations entre nos personnages pour pouvoir continuer la game, mais qu'on est rendu à la fin, puis tu te dis, OK, j'en connais beaucoup trop, je sais beaucoup trop de choses. Par contre, maintenant, ben, je vais me dédier à tel autre truc. Tu sais, je vais me dédier à la découverte mais tu sais, on a fait une fin qui pouvait être continuée dans d'autres choses. Mais rendu au bout, tu fais comme, mon Dieu, tu peux tellement aller n'importe où. Mais l'espoir, il n'y en a pas tant. Et tu cherches beaucoup, il t'en trouve peu. Même dans l'affaire de Charles Dexter Ward, là, tu te dis, mais OK, ils ont réussi à faire de quoi, mais c'est pas. Ils te laissent croire qu'ils ont gagné, mais pas du tout. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir dans sa vie. Non. Sinon, ben, dans les GN, écoute, c'est une affaire qui fait marcher un peu le monde, parce que les joueurs vont avoir de la misère, tout ça, puis là, ben, tout à coup, vont essayer de trouver une faille pour réussir à tuer le monstre ou à sauver de ce qui va se passer, d'un cataclysme, de quoi de même. Ben, toutes les quêtes sont basées sur l'espoir. Oui. Toutes les quêtes, exactement, toutes les quêtes sont basées là-dessus. Un peu de la même affaire dans les jeux sur table, les jeux de rôle. Parce que sur les jeux de rôle, c'est que, dans le fond, c'est un gros moteur. Tu sais, Joël, elle l'a bien expliqué tantôt, à dire que c'est pas un vecteur, mais c'est un gros moteur de scénarisation, là. Tu sais, je veux dire, tu t'en sers de ça, là, puis tu peux faire un peu ce que tu veux à tes joueurs, là. Tu sais, tu peux les emmener un peu n'importe où, puis là, ils vont voir une lueur d'espoir, on s'en va là.
sais, c'est rare les joueurs qui vont faire ouais, ben on pourrait s'en sortir. Tu sais, en faisant tel truc. Oh non. Non, on pourrait tous mourir en allant faire telle quête. Alors, go, on y va. Dans mes games, ils le font ça. Parce qu'ils se disent si ça a l'air trop beau, c'est trop beau pour être vrai, effectivement. Ils se sont fait trop souvent avoir, mais bon. Mais c'est ça, tu sais, c'est. Dans des jeux vidéo, c'est canné différemment un peu. Exemple, Uncharted. Uncharted, là, qui est un dérivé de Lara Croft, qui est un dérivé de Indiana Jones, puis ainsi de suite. Il y a même le film qui est excellent. Mais ça roule sur l'espérance tout le long, là. Tu sais, le jeune, là, je veux dire, c'est un chasseur de trésors, mais il roule sur l'espoir tout le temps, là, puis il sait que ses chums sont là, puis il sait que le monde qui sont avec lui, qui vont l'aider. Mais c'est rien de ça tout le temps. Tu te dis, il pourrait jamais faire ça s'il croyait pas à sa cause, s'il croyait pas à son monde autour de lui. Là. Tu sais, c'est tout le temps attraper une corde d'extrémiste. C'est tout le temps... Tu sais, tu te dis quelque part, OK, le saut de l'ange, tu sais, le saut de la foi, là, comme il y a dans Assassin's Creed, là, ben là, ça, il l'a partout. Là, tu sais, il le fait à toutes les sauces. Les sauces. Ou presque, là. Mais d'ailleurs, comme je parlais justement dans Assassin's Creed, ben, je sais pas si ça s'appelle de la folie ou... Mais tu sais, que t'arrives en haut d'un clocher d'église, puis tu te dis, ben, regarde, en bas, il y a une petite charrette avec du foin, me garoche, puis... Mais ça, je vais bien atterrir. T'as espoir de poignet à charrette? C'est un jeu, mais comment est-ce qu'on est de joueur à avoir essayé de le tuer autrement? Tu sais, de faire, ouais, bon, t'as peu, toi. Tu penses que t'as poignet à charrette? Mais finalement, on l'a pas eu tout le temps pas mal. Bon. Mais, sinon, ben, la fin de Last of Us, qui est comme dans la série Last of Us, ou presque dans la fin, quand tu te dis, OK, Joël, il pète une couche parce qu'il va aller chercher la jeune, puis là, il défait tout, c'est comme on disait, là. T'sais, il était mal en point, tout ça, puis il décide de tout défaire pour aller chercher la jeune, puis finalement, il est tout. Puis quand il demande s'est-tu passé de quoi, qu'est-ce qui s'est passé, puis non, tout est correct. Puis tu sais que lui, ce qu'il veut pour elle, c'est un avenir meilleur, c'est un avenir sans toute cette cochonnerie-là, puis tout ça. Mais c'est pas ça qui se passe pour vrai, mais quand même, tu sais, je veux dire, il laisse... C'est le dévouement, dans le fond, qui rencontre l'espoir, tant qu'à moi, là-dedans. Là. Il laisse aller tout ce qui est autour de lui pour, justement, lui offrir à elle un meilleur avenir. Là. Oui. Je peux te passer un commentaire là-dessus? Vas-y. C'est rendu plate en maudit, la série, depuis le début de la 2e saison. Je sais pas. Parce que moi, je le savais pas, là. OK. Toute cette histoire-là, tu commences la saison, bang! Hein? Ah ouais. C'est le personnage je pense que les gens ont eu cette impression-là dans le jeu aussi. Oh oui, ben moi dans le jeu, c'est ça qui s'est passé. J'ai comme un peu perdu espoir, je te dis. Non, mais c'est ça. Ben la série, d'ailleurs, moi j'ai arrêté aussi. Ben, j'ai arrêté. Puis j'étais un gamer, puis bon. Peu importe, là, mais c'est ça. C'est que on s'en va ailleurs avec ça. Mais c'est quand même aussi un style de jeu, puis il y en a plein d'autres de ce genre-là, où c'est influencé par tes décisions. Ouais. Donc, tes décisions, tu les prends pas pour que ça rempire ta situation non plus. Là. Donc, tu as espoir d'améliorer ton sort avec les décisions que tu prends. Oui, mais si on y va dans ce cas-là, dans le fond, le jeu qui s'appelle Until Dawn, ou Detroit Become Human, puis des affaires comme ça, tu sais, des jeux, pas des click and point, mais tu sais, des décisions, ce que c'est que tu as une arborescence de décisions qui va influencer la fin du jeu, là. Ben, tout le long, Detroit Become Human, c'est un gros jeu d'espoir en rapport avec la robotisation, puis l'humanisme, où ce qui s'en va, puis tout ça, mais c'est un gros jeu d'espoir. Par contre, quand on arrive avec Until Dawn, où c'est un jeu de survie, puis des décisions que tu vas prendre vont influencer. Lui, je me suis pogné avec, je me suis excusé ou pas, ben ça va faire que tu vas peut-être survivre ou pas. Fait que rendu à la fin, c'est l'espoir de faire survivre le maximum de personnages. Mon max, ça a été 4. Puis, je pense qu'on est capable d'en sauver 6 en tout. Moi, je me rappelle d'avoir joué avec Fiston à un jeu de Walking Dead. Mais je me rappelle pas de la compagnie.
Il avait fait un jeu de Batman aussi, là. C'était comme un dessin animé. Ouais, c'était un Tale of Walking Dead. Probablement, oui. Et à un moment donné, à la fin d'un épisode, il ouvrait un hangar puis il trouvait un bateau. Ça m'avait tellement ému, là. C'était la première fois que j'embarquais dans un jeu de même. Là. Ah ouais? Là, Parce pris que... le bateau, tu t'es sauvé? Non. À ce moment-là, je pensais qu'il y avait espoir que... Bon, mais parce qu'il avait trouvé... C'est pas plutôt Left 4 Dead? Non. Okay. Ça, c'était vraiment The Walking Dead. Okay. Mais non, je me suis dit, ils viennent de trouver quelque chose qui pourrait peut-être servir. Je sentais de l'espoir pour eux autres. Ça a mal viré parce que c'est The Walking Dead, là. Mais non, c'est... c'est comme le jeu Left 4 Dead. Left 4 Dead, on peut jouer avec du monde en ligne. Fait que t'es plusieurs personnes que on va essayer de sauver d'un scénario de zombies. Puis faut que tu toffes jusqu'à la fin. Puis rendu à la fin, ben, tu sais, s'il y a quelqu'un qui s'est rendu à la fin ou si tout le monde meurt, tu sais, quand tu vas avoir voyons, je ne dirais pas... quand ça déroule à la fin, là. Le générique. Le générique. Hey, mon Dieu, je cherche. Oh, il commence à être tard. Ça me fait plaisir. Une cuillère, Homer, une cuillère. Mais bon, quand tu vois le générique, tout ça, ben ton nom est dedans si tu t'es fait tuer parce que... Okay. Oui, c'est ça. Dans le fond, Missing in Action, des affaires de même, mais... Quand tu vois le bateau arriver, justement, t'es sur le bord de la plage, puis là, ben, ça a comme pas de sens, la cabane que dans laquelle que t'es, tu te dis, OK, mais faut qu'on sorte pour s'en aller au quai, puis là, le bateau, il est en train de s'en venir, mais là, tu sais que, hey, regarde, j'ai plus de balles, t'en as-tu, toi, encore? Non, moi, je n'ai plus, hey, on est rendu avec des chaises puis au couteau, là, fait que, tu sais, t'essaies de t'en sortir, tu te dis, OK, regarde, allez-y, je vais m'essayer de toutes les faire toffer, puis là, tu vois ton chum que finalement, il a trouvé des cartouches à une place que si tu savais pas, puis finalement, il est en train de toutes les tuer, puis fait sauver la gang, tu fais comme, yeah, là, tu sais, mais c'est un gros jeu d'espoir que tu te dis, je vais pas mourir là, parce que justement, t'embarques dans le game, là. Mm-hmm. Sinon, ben, une fin qui m'a vraiment pogné, c'est con, mais encore là, parce que j'ai embarqué beaucoup, c'était Titanfall. J'ai vu la même fin dans le film Atlas, avec... Jennifer Lopez. Ouais, c'est ça, merci. Puis j'ai vu la même fin où ce que c'est qu'à un moment donné, ton mec, parce que tu es un pilote qui joue dans un mec, sauf que le mec, lui, il est capable d'agir tout seul sans le pilote. Tu sais, il y a une IA dedans, fait que lui, dans le fond, il est capable de faire ses affaires, puis tout, puis ses upgrades, puis tout. Fait que toi, tu t'agis en tant que pilote, mais tu t'interagis avec ton mec. Fait que des fois, il faut que tu fasses une mission, tu viens de débarquer, puis t'envoies ton mec faire une job, puis rendu à la fin, ben justement, tu te dis, tu sais, on réussit à s'en sortir, puis on réussit à essayer de battre le méchant, tout ça. Le mec, ton ami rendu là, il pète, il explose parce que tu te dis, regarde, c'était la seule façon de s'en sortir, puis lui, il vient de le sauver, puis tout ça. Puis, tu sais, qui te dit, écoute, tu savais ben trop qu'il allait arriver ça, là, puis que, tu sais, la seule façon, tu sais que la seule façon, c'est que je ramasse la bombe, puis que je m'en aille avec, là, tu sais, puis tu sais qu'il pète avec. Sauf qu'il t'avait laissé, tu sais pas, mais il t'avait laissé un chip ou une affaire dans même avec, ou il a downloadé quoi dans ton cache, je me souviens pas dans la fin, mais c'est son IA. Tu sais rien qu'à la fin du jeu. Fait que, tu sais, tu fais comme, j'en parle, là, puis je viens pas le droit de ses bras, mais parce que, justement, je l'ai fait, ça me rappelle des trucs. Mais c'est justement ces petits bouts que tu dis, yeah, tu sais, j'ai pas perdu finalement mon chum, il est encore là, pis ça, fait que, mais c'est ça qui se passe aussi dans Atlas. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a sans avoir tout le temps, j'ai cherché à avoir des jeux, tu sais, comme tu disais tantôt, un jeu où c'est que tu manges une volée, puis là, t'arrives à la fin, tu fais comme, hey, attends un peu, là, ça marche juste plus, là, tu sais, puis tu te rappelles, mettons, un truc, puis et tout à coup, tu deviens plus fort, puis j'ai cherché des affaires dans ce style-là, j'ai fait comme, j'irai pas de ce côté-là, je vais essayer de le trouver autrement, plutôt je voulais avoir plutôt un message d'espoir, tout ça, ou quelque chose que, tu te fais comme, OK, regarde, c'est tough, c'est une fin rough du jeu, tout ça, puis tu te rends compte que non, on te laisse pas tout seul, il y a une belle fin à ça, comme je disais tantôt pour Last of Us, puis tout ça. Fait que
des jeux comme ça, je sais pas, j'ai sorti ça vite un peu, j'étais un petit peu occupé, mais j'ai sorti ça vite un peu, ce qui m'avait marqué dans les jeux tout ça, mais tu sais, dans ce temps-ci, je vais jouer beaucoup à Elder Scrolls Online. Mais quand tu as fait la quête principale du jeu, tu as récupéré, parce que là, tu te fais voler ton âme par un démon, tout ça, puis là, quand tu vas récupérer ton âme, puis tu fais libérer les âmes des autres qui ont été prises en même temps, puis tout ça, ben, ça vient blanc. Puis tu sais, tu te réveilles à une place, puis il y a quelqu'un qui te dit, écoute, t'as le choix, il n'y a plus personne qui va se souvenir de toi, ou tu peux décider de continuer par tes propres moyens, par tes affaires, tout ça, mais le monde ne se souviendra pas de toi particulièrement, mais fait que là, ben, je peux te renvoyer à une place où tu vas recommencer à zéro, mais fait que finalement, ben, tu recommences, mais tu recommences pas le jeu du début de début. C'est rien que là, il t'envoie dans une des 3 factions, fait que tu commences la quête des 3 factions, puis ainsi de suite, mais c'est pas un nouveau défi dans le jeu, mais dans ce temps-là, ça se voulait pour ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est dans ce temps-là, c'était comme maintenant que tu penses que le jeu est fini, non, il vient juste de commencer. Fait qu'il faut que tu fasses les 3 factions. Il va falloir que tu te fasses accepter dans l'autre faction. Maintenant, c'est plus ça, tu sais, mais maintenant, même si tu es d'une autre faction, tu peux aller faire les quêtes de l'autre aussi. Là. Okay. Parce qu'il y en a 3, puis avant ça, ben, tu pouvais pas traverser de l'autre côté, sinon ça marchait juste pas, le monde ne te parlait pas, puis blablabla. Mais là, ils ont travaillé le jeu un peu pour que ça soit un peu plus player-friendly, on va dire. Mais bon. Mais sinon, je sais pas, il me vient pas d'autres idées, là, à part de quand t'as l'espoir de finir à Mario Kart premier, puis que finalement, t'en reçois une foutue tortue bleue, là. Tu sais, mais c'est ça. Mais tu m'amènes sur quelque chose. Vas-y donc. Le gamer, la gameuse, OK? On a tous, à divers niveaux, joué à des jeux vidéo. Ça fait pas toujours sortir le meilleur de nous-mêmes. Non. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue? Ben, je vais me rendre plus loin. L'espoir de passer au travers? Ouais. Ou l'orgueil? Mm-hmm. Ben, je veux voir ce qui arrive après. Ben, c'est ça. Tu sais, Dragon Lair, là. Bon. Pourquoi que tu me ramènes à ça? J'y avais pas pensé. Ben, écoute. On a parlé de 25 sous puis de Next tantôt. Ouais, là. c'est ça que... Oh! 3 hypothèques, ça t'a pris, toi? Oh, je sais pas, mais j'en ai mis des Next. Et d'ailleurs, j'ai encore à quelque part c'est en CD Dragon's Lair 2 et Space Ace. Tout ça dans l'espoir de voir la princesse. Le monologue de Daphné. Oui, il me semble que c'était Princesse Daphné. Ouais. Ouais, puis tu sais, je veux dire, hey, c'est honnête, là. Puis là, j'ai même pas été dans tous les jeux où ce que c'est que t'avais de la semi-nudité, où ce que c'est que t'espères donc bien de pouvoir gagner pour pouvoir enlever un petit morceau de linge. Princesse Daphné n'était pas dénudée, mais on s'est quand même servi de magazine Playboy pour les positions. Bon. Parce que j'ai vu le documentaire sur Dragon's Lair, soit dit en passant. C'est pas des blagues. Je te crois. Les gars ont... parce que c'est ceux qui ont fait aussi le Secret de Nîmes. OK. C'est ce film d'animation-là. Là, c'est, puis quand tu vois Dragon's Lair puis ce film-là, tu comprends que c'est les mêmes. Oui, ben... Puis Titan après Terre aussi, c'était Don Bluth. Ouais, mais Titan, pour vrai, Titan, c'est quelque chose. C'est un très beau film. Oui. Oh, oui, pour vrai, c'est vraiment hot. Mais non, je sais pas si c'était vraiment l'espoir qui nous faisait toffer autant que ça, Dragon's Lair, pour se rendre à la princesse, malgré que tu le sais pas quand tu joues. C'est ça. Tu le sais pas. Quand tu rejoues, tu le sais. Ouais. Mais... tu mets moins d'ardeur. Peut-être. Ah, d'accord. Donc, aussi, c'est vrai, les crinqués en tant que tels, les geeks en tant que tels, on les voit aller, je pense, à la sortie de la Switch 2 cette semaine. Ah, bon, okay? Oui. OK. Les fils à minuit. Je suis même pas au courant. OK? Les fils à minuit. Moi, je suis convaincu qu'il y avait des gens dans les fils qui étaient, parce que si tu ne l'avais pas précommandé, là, oublie ça, là. Moi, je pense qu'il y avait du monde qui était là juste pour être là.
Puis ça donne espoir dans la culture geek. Mhm. Que oui, on se chicane. Oui, on n'est pas d'accord avec qui fait tel rôle dans un film ou dans une série télé, mais arrivent des moments comme ça. Qui c'est qui a tiré en premier? Ouais. Ouais. Il est-tu bon, le but? Mais on est... Star Trek ou Star Wars? Ouais. Mais c'est ça. Ça voir ça, ça donne espoir. Oui. Si on est capable de s'asseoir des fans de Star Wars puis des fans de Star Trek à la même table, la paix dans le monde est possible. C'est dur, ça. Marc, est-ce qu'on a rempli notre mandat? Oui. Les 7 péchés capitaux oui, là. Et l'espoir. Donc là, j'ai plus d'idées pour les prochains. Ben là, il faut en trouver. On va en trouver. On va en trouver. Ben, j'ai bon espoir aussi. T'as bon espoir, j'ai bon espoir, moi aussi. Nos ça m'allume, Imaginatrix. Oui, ça m'allume. Moi, cette semaine, en fait, c'est une série balado que j'ai écoutée sur Radio-Canada. Puis je dis balado et non podcast parce que c'est Radio-Canada. Oui. En fait, c'est la série Dérive de Bernard Olivier. Olivier Bernard, excusez. Sa dernière épisode, saison qui est sur la maladie de Lyme. Fait que là, vous me dites, qu'est-ce qu'il y a de geek là-dedans? En fait, Olivier Bernard, on le sait, c'est un geek en partant. Mais dans cette série-là, Dérive, il va vraiment explorer jusqu'où les croyances peuvent nous amener. Fait que dans les premières saisons, on voyait surtout comme... La première saison, c'était un truc qui était proche d'une secte, là, d'une femme qui était décédée suite à des rituels qui avaient été faits, c'était vraiment fascinant de voir, de comprendre aussi comment que quelqu'un peut se laisser emporter par ces choses-là, parce que souvent, quand que ça passe dans les médias, on voit ça aller, puis on dit, bon, c'est peut-être quelqu'un qui allait pas bien, ou peut-être quelqu'un qui est influençable, puis il investigue tellement dans ces trucs qu'on comprend que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit en apparence. Puis, dans sa dernière saison, qui est sur la maladie de Lyme, c'est la saison dans laquelle il est allé le plus en profondeur pour décortiquer c'était quoi la maladie de Lyme, puis c'était quoi les croyances qu'il y avait autour de ça. Puis par rapport aussi à la maladie de Lyme chronique, qui est comme un peu la version longue de la maladie de Lyme. Puis c'est vraiment intéressant de voir d'où tout ça est parti. C'est une série qui est sur l'espoir aussi, parce que les gens qui sont atteints de cette maladie de Lyme chronique-là, ils vivent sur l'espoir. Ils sont dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Ils savent plus vers où se tourner. Ils sont découragés. Ils vivent d'espoir. Puis des fois, il y en a qui ont atteint le bout de l'espoir. Puis c'est à cause de ça qu'il a fait la série sur cette maladie-là, parce qu'il y a des gens qui ont fini par s'enlever la vie à cause de ça. Fait que c'est de là que la prémisse pour cette saison-là part. Fait qu'on essaye de comprendre comment que les gens peuvent en venir à une détresse telle de se rendre jusqu'à cet acte-là. Et l'espoir peut faire des choses aussi qui ne sont pas nécessairement bonnes. Parce que ces gens-là, quand ils sont désespérés, des fois, ils se tournent vers des solutions qui peuvent nuire à leur santé, qui peuvent nuire à leur santé mentale. Puis c'est d'une complexité incroyable. Il n'y a aucun journaliste qui a traité ce sujet-là. Il y a eu des articles, il y a eu des journalistes qui ont investigué, qui ont fait des articles de fond. Mais là, on est sur 8 épisodes. Puis, il a vraiment pris le temps d'aller vers les personnes qui disent souffrir de cette maladie-là, la maladie chronique, et non la maladie qui est plus connue, qui est en fait, c'est un truc dont on peut guérir en prenant facilement un traitement qui peut être diagnostiqué aussi, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on entend dans les médias. Et, bref, c'est ça. Il décortique tout ça, il explique c'est quoi la maladie de Lyme à la base, c'est quoi la maladie de Lyme chronique, c'est quoi toutes les croyances qui tournent autour de ces deux trucs-là, puis la désinformation qui est partagée là-dessus, puis qui amène souvent les gens sur des mauvaises pistes, puis sur des pistes qui peuvent nuire à leur santé ou qui peuvent les amener au fond du désespoir.
Puis, il y a un épisode qui est quand même assez intéressant, qui est là plus pour les geeks, si on veut, qui parle des légendes urbaines. Parce que la maladie de Lyme, il y a vraiment énormément de légendes urbaines qui tournent là-dessus. Fait qu'il s'est rendu aux États-Unis pour voir d'où ça avait parti. Puis, il y avait des histoires à propos d'un laboratoire secret sur une île. C'était l'île de Plum Island, qui a figuré, entre autres, dans Hannibal, dans le Silence des agneaux. Fait que c'est une île qui a vraiment fasciné l'imaginaire des gens. Il y a même sur une autre plage près de cette île-là un monstre qui aurait été découvert, qui était le monstre de Montauk, qui, lui, a influencé la série Stranger Things. Puis sur à Montauk, justement, là, il y a des installations secrètes et tout. Fait qu'il est vraiment allé voir de quoi que ça avait de l'air, tout ça. Puis c'est lié avec la maladie de Lyme parce que c'est près de la ville de Lyme, au Connecticut, où est-ce que la maladie a démarré. Fait que c'est là que la machine à légende s'est laissée aller. Fait que bref, il décortique ça comme on n'a jamais vu ça décortiquer. C'est tellement complexe, mais il vulgarise tellement d'une façon, mais c'est quand même pas loin de 6 heures d'écoute, là. Il y a 8 épisodes, puis il prend vraiment le temps d'expliquer tous les détours. Puis c'est pour ça qu'il a appelé sa saison le labyrinthe de Lyme. C'est parce qu'il prend le temps de tout prendre, chacun des détours, puis de les expliquer, puis d'amener. Puis au final, ben, ce qu'il apporte aux gens, c'est de l'espoir. Les gens qui disent souffrir de la maladie de Lyme chronique, il leur amène vraiment des vérités, des choses qui sont importantes à savoir, puis de leur dire que oui, il existe des traitements pour ça. C'est pas ceux qu'on pensait, mais il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre système de santé pour y arriver. Puis c'est vraiment intéressant de voir qu'il n'a pas juste pris un aspect puis traité cet aspect-là, comme on le voit souvent dans les médias quand on parle de ce truc-là. Fait que j'ai été captivée. J'ai jamais embarqué dans un podcast de dire j'écoute plusieurs épisodes d'affilée. J'ai vraiment été captivée tout le long. C'était un travail d'expert. Fait que c'était ça mon Samaleux. OK. Paperman? Moi, j'en ai rien qu'un. Je vais faire ça vite. Un roman publié chez Québec Amérique. Ça s'appelle Du ventre des montagnes de Fanny Demeule. C'est de la fantasy québécoise, mais de la pure fantasy québécoise. Même un créateur de monde. On est dans un univers où c'est un mélange de magie, de mythologie, et ainsi de suite. Bref, on suit les aventures de 2 sœurs. Et il y a une légende qui dit qu'il y a une montagne. Et si tu la gravis, la montagne, ben, la personne qui a gravi peut faire revenir quelqu'un à la vie. Mais il n'y a jamais personne qui a réussi à la gravir, puis tout le monde disparaisse. Et il y a une des 2 sœurs qui fait des skis, qui est spécialiste là-dedans, et elle va en faire une paire à sa sœur, et malheureusement, il y a un morceau de ton ski qui va casser, puis sa sœur va mourir. Fait que là, elle va se donner comme mission de grimper la montagne pour la faire revenir. Mais on voue un culte aux morts à l'intérieur de ça, mais au niveau des crânes. C'est-à-dire que les morts sont envoyés dans la forêt où il y a une genre de créature mythique qui va les nettoyer puis qui va venir leur porter leur crâne pour pouvoir garder une trace de cette personne-là, pour s'en souvenir, un genre de urne. Et elle va aller la voir, cette créature-là, qui n'avait jamais été vue, et va lui dire, ben, je veux que tu prennes le crâne de ma sœur et que tu l'insères en moi pour que je puisse gravir la montagne pour aller réussir à la faire revenir à la vie. OK. Écoute, c'est... Dis de même, là. C'est weird, là. J'étais sur mon balcon un soir en train de lire cette partie-là. Tantôt, là. Ouais. Et cette scène-là où cette créature mythique-là lui rouvre le ventre avec un couteau, la liche pour nettoyer les plaies, puis pogne le crâne pour y mettre dans le crâne, dans l'utérus, puis elle est enceinte de... J'ai fait comme « Holy boy! » Mais c'est bon! C'est bon! C'est une bombe! C'est vraiment la fantasy pure! Écoute, j'ai pas terminé, là, mais hey, c'est vraiment écœurant. Honnêtement, là, c'est probablement un des livres là, québécois de la fantasy que j'ai à date là, qui me fait capoter. Là. Je ne sais jamais où ça s'en va. Je suis complètement déstabilisé. À chaque fois, je me dis, ah non,
Ah non! Tu sais, c'est le fun de se faire dire ça. Vraiment très bon. Québec-Amérique, ça s'appelle Du ventre des montagnes. Fanny Demeule. Ça vaut vraiment la peine. Mais c'est un peu gore. Ouais. Mélange un peu d'érotisme aussi à l'intérieur. Tu sais, c'est un beau mélange. C'est un très, très, très beau roman de fantasy québécoise. Il y a certaines personnes qui disaient que c'était la Tolkien québécoise. Bon, elle écrit bien, elle est vraiment très bonne. Mais bon, Tolkien n'a jamais mis un crâne de quelqu'un dans l'utérus d'une femme. Ouais, non. Ça, je t'avouerai que j'ai fait comme... Non, mais... OK, ça ne tentait pas de le traîner dans son sac. Mais non, elle voulait sentir sa sœur en dedans. OK, ouais. T'as une Puis, bonne place. Mais c'est aussi passer inaperçu parce que là, le monde disait « Ah, mais t'es enceinte, donc ça fait en sorte que tu peux avoir... t'es moins tanné, moins, tu sais, je veux dire, c'est tout ça. Mais c'est enceinte du crâne de sa sœur. C'est vraiment bizarre. Puis si elle fait ressusciter sa sœur, je sais pas. Le crâne, il va être... Il est pas rendu... Arrête de poser des questions Okay. parce que c'est ce que je me pose comme question. J'imagine qu'il va falloir qu'elle accouche du crâne de sa sœur pour la faire ressusciter. Mais bref, je t'en dirai plus quand je serai rendu Oui, là. OK. Mais ça m'intrigue énormément, ce bout-là, moi aussi. Je me dis, ça va-tu être un accouchement naturel ou une césarienne? Je sais pas. Ça va-tu être un bébé avec un crâne? J'ai Le aucune idée. squelette. Mais bref, vas-tu réussir à grimper cette montagne-là? Oui, il y a déjà ça. là, de base, parce qu'il n'y a jamais personne qui a réussi, mais elle est très motivée, puis elle a beaucoup d'espoir de réussir. Mais en tout cas, c'est vraiment très Elle doit l'être bon. pas pire motivée pour demander à la créature de faire ça. Là. Ah, et puis on sait pas, t'as une genre de grosse créature dégueulasse là, qui crachait dessus pour nettoyer ses plaies, pour... Puis bien entendu qu'il fallait qu'elle mange une partie de sa sœur aussi pour absorber l'énergie vitale de sa sœur pour qu'elle soit assez forte pour pouvoir faire toutes ces épreuves-là. Donc, il y a du cannibalisme aussi. Oui. Tu sais, Donc, elle a encore moins de morceaux pour ressusciter. exactement, mais c'est rien que le crâne que ça prend. OK. Les autres morceaux ont Le été reste mangés. va pousser à Non, il travers a le été crâne. mangé par le OK. c'est- son, Ah, bon. son salaire, c'est ça, c'est de manger OK. le corps, mais il redonne le crâne. Puis il le nettoie un peu comme prédateur. Tu sais, il va le remettre vraiment le super clean, là, tout propre, qui brille. Avec sa salive là, qui permet de... acide, là. Ça a l'air Style alien. léger. C'est pas léger, mais c'est bon. C'est une lecture de chevet tranquille. C'est ça. C'est Exactement. vraiment très, très bon. Je connaissais pas Madame Fanny Demeule, qui est une autrice. J'adore vraiment ce qu'elle écrit. Espoir de Vraiment passer une bon. belle nuit. Ma suggestion de lecture, si vous aimez la fantasy québécoise, La prochaine fois que tu vas me parler de trucs gore qui t'ont arrêté de lire, là, m'a dire « Hey, non, mais moi, bouge-toi puis continue. » J'aime ça, tu sais, quand je lis ça, puis je me fais déstabiliser, puis je me fais dire, tu sais, je me fais barouetter de gauche à droite, puis je me dis, j'ai jamais lu ça. Puis là, je me dis, Colin, mais c'est une fille de chez nous, là. Tu sais, c'est pas, non, c'est à côté, là, tu sais, puis un petit chauvin un peu, tu sais, on est fiers de tout ça, de dire, Colin, c'est le fun d'avoir de la bonne littérature comme ça au Québec, puis il y en a de la bonne littérature au Québec. Des fois, on les connaît pas assez. Oui. On la connaît pas assez, mais on n'en met pas assez à valeur. Mais là, bravo, chapeau à Fanny, qui fait de la bonne... qui a fait en tout cas ce beau livre-là. J'ai hâte de finir. On va peut-être avoir la suite. La suite, La suite au prochain podcast. si je suis pas évanoui sur mon perron. On a parlé d'histoires sans espoir de Lovecraft. Ben moi, je me suis acheté un beau recueil. Et c'est... Avec un beau titre. Oui, le H.P. Lovecraft Tales of Horror. C'est de bord parce que t'as tous les signes, là. Les anciens. Oh, tu vois, moi, je le savais pas. C'est que j'ai... Ah, tiens donc, Red est tatoué de ça. J'ai un petit recueil de Lovecraft que Marc m'avait donné, parce que toutes les nouvelles affaires que je lis, ça vient souvent de Marc. Et Red m'a fait découvrir les livres audio. Oui. Et Joël me fait encourager des autrices. Pas juste elle, il y en a plein d'autres que j'ai acheté aussi. Alors, merci de me faire découvrir plein de choses. Mais là, c'est la première fois que moi-même, je m'achète un livre de Lovecraft. Et je ne sais pas si je vais le lire parce qu'il est écrit petit puis il est lourd. Mais peut-être si je le mets sur la table. Hey, à la limite, là, c'est une pièce de collection. C'est surtout pour T'as ça. tous les recueils dedans. Je ne sais pas si sont. Marc dit qu'ils ne sont pas tous dedans. Ils sont pas tous dedans. Mais, Il y a ses premiers mais les de quand sa même, jeunesse. hein. Il y a le Les plus importants. importants sont là. Oui. OK. La quête onirique est dedans? Ah oui. OK. Ah oui, mon Dieu. Bon, OK, les fait que t'es complet les pour nouvelles finir. importantes du mythe sont dedans. Bon. Ah, ben, mon Dieu. Ça sera ma lecture de vacances.
Il y en a qui sont très courtes en passant. Oui, Quand même absolument. bien que tu n'auras pas ses poèmes, là, puis ses premières histoires, comme C'est la ça. caverne. Là. C'est ça. Puis il y en a quand même quelques-unes que j'ai déjà lues dans mon autre. Des mon montagnes autre hallucinées, t'as lu petit- ça? Non. Ouais, va Non, chercher je pense ça, mon Dieu, la musique de. Henrik Zen. Ouais. Je ne me souviens plus. Mais bon, c'est Eric Zane. Il me semble que oui. Bon, mais beau petit recueil. De la même compagnie que mon très recueil bel des achat. histoires de Sherlock Holmes. Très bel achat. Oui, je suis content. À part ça, shut up and take my money. Je me suis acheté une figurine de Spider-Man. OK? OK? Vous allez dire, ouais, mais c'est un Spider-Man. Non, c'est Spider-Man 77. OK. C'est la figurine du Spider-Man live action des années 70. Il y a eu 17 épisodes de ce Spider-Man-là. On en a fait une figurine. Et, chanceux comme je suis, je vois passer ça sur Facebook que Walmart, moi je lis que Walmart aurait exclusivement cette figurine-là. Je me dis, ça doit être aux États-Unis. Je vais voir, walmart.ca l'avait. Ça marquait en précommande, mais tu vas l'avoir jeudi. OK, la précommande n'est pas longue. Et dès que je l'ai reçu, je retourne et ça marque indisponible. Sold out. Sold out. Et pourquoi cette figurine-là me donne espoir? C'est que je me dis, si on a fait Spider-Man 77, faudrait bien faire Hulk 78. Pourquoi pas? OK. OK? Je pense que c'est une collection qui s'en vient. Ben, Ça serait pas con. Ça serait pas con. Marvel Légende. c'est ça, je me dis, moi, une figurine de Lou Ferrigno en Hulk, c'est bien de valeur, c'est réglé. Ah non, mais Ok, écoute, c'est réglé. t'es À la- fan, là? À la limite, il sortirait Capitaine America avec un casque de bicycle, là, parce que le live action à oui, la oui, télé, oui. Capitaine America est en moto, puis son Ouais, bouclier, c'était la vitre d'en avant. Là. Je l'achèterais ça aussi. Doctor Strange, peut-être pas, mais Hulk, Mais non, mais come on. ton coin de table, c'est rien que de ça, là. Lou Ferrigno en figurine, je veux ça. Voilà, c'est lancé dans l'univers. J'ai bon espoir. Red the Gamer. Hey, écoute, j'ai un très gros. J'ai deux pas pire, ça m'allume, là. J'ai la dernière marche d'Isfet que je suis allé participer. Dans le fond, le scénario de bataille à Bicoline qu'on a participé le 31 mai 2025, parce que d'un coup, que quelqu'un qui écoute tout ça, ça a été magique comme événement. Ça faisait comme 10 ans que cette quête-là virait en rond, qu'elle foutait la marde partout. Puis bon, bref, ça a été une journée très, très mouvementée. Ça a été une journée qui n'a pas fait beau tout le long, mais on s'en est sacré. Je me suis même ramassé on a trouvé un artefact à un moment donné, puis je me suis même ramassé à un moment donné à jaser avec un de mes confrères occultistes, puis je lui demande, j'ai dit, t'es en train de travailler sur l'artefact? Il dit oui, puis il dit, moi, là, je suis pas bon là-dedans. Puis tu sais, il est bon, il est vraiment bon dans tout ce qui est énigme, des affaires de même. Il dit là, je suis fourré. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est une boîte à musique. Ah, d'accord. De là, le kalimba et tout ça, il dit oui, c'est une boîte à musique, cette affaire-là. OK, ben, fais-moi le don entendre, voir. Puis là, j'entends la mélodie, puis là, justement, ça me dit quelque chose. Puis là, ben, j'ai dit, puis là, je peux gager qu'il faut qu'on la transfère sur le kalimba. Tu sais, il y a les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un piano à pouces, là. Une boîte que tu sais, t'as les mains à chaque côté, puis tu joues tes pouces, là. Je suis pas bon à ça. Je suis pas bon, mais pas bon de chez pas bon, là. Ben, j'ai sorti la toune Fly Me to the Moon parce que c'était ça l'air. J'ai sorti Fly Me to the Moon avec le désespoir dans mes yeux ou quand que les gens venaient me déranger. Et je venais sans connaissance et c'est à ce moment-là que je réussissais à la sortir au complet quand j'arrêtais de regarder le kalimba puis je regardais les gens vouloir dire sac-moi le cadre de la tour de magie, là, j'étais en train de focusser, puis là, je sortais la toune. Les maîtres de jeu riaient de ça parce qu'ils ont dit
j'ai jamais vu quelqu'un essayer autant que ça. Finalement, ça m'a valu des points de la tour de magie. T'sais, ils m'ont donné une récompense quand même pour me faire dire après ça, ben tu sais, Isfet, là, elle a créé quand même des artefacts qui sont d'une petite magie feinte, tu sais, puis bon, mais probablement que c'en est une de ces trucs-là, tu sais, pour nous faire perdre du temps. J'étais bleu marin, mais quand même, j'étais content quand même, puis après ça, il a fallu qu'on déconstruise. On a eu parmi toutes les affaires qu'on avait à faire, à un moment donné, ils me donnent un parchemin, puis là, on s'en va. Tu sais, il y avait plein d'affaires qui se passaient en même temps. Puis là, ils ont dit, faut que tu t'en viennes avec nous autres, tu vas lire le parchemin, OK, puis là, ben, on va être où la liste de Trollball, qui va être une place, tu sais, c'est pas la liste de Trollball, mais c'est un beau petit terrain où je peux me faire taper sa gueule allègrement. Mais on va te protéger, nous autres, puis il faut que tu lises ça. OK, mais c'est quoi ce parchemin-là? Ben, c'est pas tant un parchemin, c'est de la poésie. What? Moi, je vais lire de la poésie, je n'ai jamais lu de ma vie. Non, mais tu vas voir, c'est full facile. Après avoir joué du piano avec tes pouces. Oui, après, justement. Fait que là, ils sont là, puis ils ont dit, non, ça s'appelle le Verbe Noir, ça a été écrit par Isfet, puis tata. Hey, là, j'ai ça dans les mains. Je me dis, attends un peu, là, ça a été écrit par la liche qu'on veut détruire. J'ai ce parchemin-là, puis il faudrait que j'aille le lire devant leur armée ou de quoi de même? Non. Non, il y a quelque chose de pas correct là-dedans, et effectivement. J'ai levé le flag, puis ils m'ont dit, non, faut que tu t'en viennes avec nous autres tout de suite, tout ça. Ben, l'état-major est parti, puis moi, en douce, je me suis faufilé de travers d'eux autres. J'ai retourné au point de départ, puis j'ai reposé des questions à du monde. On a fait des check-ups, on a fait un paquet de trucs. Puis, rendu au bout, on s'est rendu compte qu'il fallait déconstruire le maudit parchemin. Pas le parchemin, mais le texte. Fait qu'il fallait, en plus de l'avoir traduit, il était déjà traduit, mais en plus de l'avoir traduit, il fallait le prendre à partir de la fin, lire un mot sur deux, rendu au début, relire les mots, continuer en lisant les mots qui n'ont pas été lus, mais dans l'ordre. C'était de la cochonnerie à lire. Mais il y a un gars qui était avec nous autres que lui, il dit « Oui, mais ça, c'est comme faire de la poésie au cégep, là, pis ça. » J'ai pris le parchemin, j'ai donné, je dis « Cette tâche vous est dévolue. » Il me regarde, il dit « Tu vas-tu être avec moi? » Je dis « Clairement, oui, je veux voir de quoi ça donne. » Il t'a lu ça en champion, mais ça avait ni queue ni tête, c'était pas beau à entendre, mais c'était ça. Mais tu sais, fallait qu'on fasse ça comme ça. Mais tu sais, on avait eu des félicitations justement parce que on avait challengé du monde, on avait challengé des quests que ça avait été comme OK, personne n'avait pensé que vous alliez le faire, tu sais, mais fait que ça a été une superbe journée, même que ça s'est fini dans la pluie puis dans le froid, c'est pas grave, là. On a eu du fun. Moi, j'ai été là-bas, puis j'étais là-bas tout seul comme vigneron, puis j'ai trippé ma vie là-bas, là. C'était vraiment le fun. Pendant que je roulais pour m'en aller là-bas le vendredi soir et le samedi matin pour continuer ma ride, et en revenant, je me suis tapé le livre audio, j'avais déjà commencé beaucoup avant, le livre audio, Le Premier Hérétique, dans le fond, c'est le 14e tome de l'Hérésidorus. J'ai appris des trucs j'ai appris des trucs là-dedans qui me font que probablement que je virerais du côté d'Horus si j'avais eu mon chapitre de Space Marine, là, d'Astartes. Si j'avais eu ça, je me serais probablement viré du côté des attaquants, du côté d'Horus ou du côté des hérétiques, appelez ça comme vous voulez, sachant ce qu'on sait là-dedans. Puis c'est ça. Il y a des révélations dans ce roman-là. J'ai adoré ça. Puis c'est même pas l'histoire genre d'un primarque, là. C'est l'histoire d'un capitaine des Warbearers qui suit de très, très, très proche son primarque qui est leur corps, mais c'est Argeltal qui s'appelle. Mais c'est son histoire à lui beaucoup plus que lui. C'est un fervent croyant de l'empereur, mais il se revire d'abord parce qu'il comprend que, écoute, là, il y a des démons, là, mais on les appelle des démons, mais c'est pas tant des démons plutôt que des entités qui... Il y a des gens qui ont décidé de... qui ont des pouvoirs autres que les nôtres, mais qu'il y a des gens qui ont décidé de leur donner une étiquette. Fait que, dont notre père, qui est l'empereur, mais en tout cas, il y a plein d'autres affaires qui se passent, là. Mais c'est l'ascension, dans le fond, vers le chaos de Argeltal.
c'est fou là, comment est-ce que ça finit. Puis ce personnage-là devient, dans les Résidorus, dans la Grande Guerre contre l'Empereur, devient The Crimson Lord, le Seigneur Écarlate. Puis il a son unité à lui, puis c'est pas des tanks, là. Fait que c'est ça. J'ai lu ça, j'ai dévoré ça. Tu sais, j'en ai plusieurs des romans de les Résidorus là, que je vais relire, que je vais repasser. Là. Lui, c'en est clairement un. C'est ça. Prochain épisode, on n'a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que c'est le dernier avant le 200e. Ouais. Le 200e, on sait pas mal, par exemple, ce qu'on s'en va. On le sait-tu? Ben, Moi, je sais pas. ben, me semble que oui, on en a jasé. On en rejasera. Oui. D'accord. Mais. J'étais peut-être dans mon monde en comprenant quelque chose. Ah, ça, non, mais ça arrive, ça. Je pensais te le dire. Ça- Mais t'es tout le temps dans ton monde. Ça arrive souvent que j'en perds des bouts aussi. Fait que c'est peut-être Ok. juste moi. OK. Mais un exclut pas l'autre, OK? Tout ça pour dire qu'on se retrouve à l'épisode 199. Oui. Suivez-nous sur notre page Facebook, site Internet. On est de retour sur YouTube. Oui! Alors, on se retrouve au prochain épisode. Bye.